Bien, bonjour à tous, bienvenue. Merci beaucoup pour votre présence à ce nouveau webinaire organisé par le laboratoire Lorica. Aujourd'hui, nous allons parler des syndromes métaboliques, qu'on appelle également le syndrome X. Et c'est Maëva Men, naturopathe, iridologue et formatrice, qui va nous le présenter. Bonjour Maëva. Bonjour Elodie et bonjour à tous. Je suis Bonjour. ravie de vous retrouver pour aborder ce thème aujourd'hui. Avec grand plaisir, c'est pas la première fois donc qu'on travaille ensemble et c'est toujours des webinaires de qualité. Alors, voilà, donc aujourd'hui, nous allons parler du syndrome métabolique. Donc, moi-même, je me présente Elodie Pérez. Donc, je suis responsable commerciale du laboratoire Lorica, naturopathe et poitiqueur. Ah, excusez-moi, je me fais embêter par une mouche. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter le laboratoire Lorica. Ensuite, Maëva va vous présenter son thème pendant une période d'à peu près 1 heure. Et ensuite, pendant un petit quart d'heure, vous aurez un espace où vous pourrez poser vos questions. N'hésitez pas à le faire en cours de webinaire. On vous répondra à la fin avec l'onglet Q et R qui se trouve en bas de votre écran. Alors, je vous partage mon écran et je vais rapidement vous présenter le laboratoire Lorica. Qui sommes-nous? Nous sommes un laboratoire de micronutrition français. Nous avons été créés il y a 30 ans par Henri de Roissard. Nous avons 9 gammes de produits adaptés à l'ensemble de la famille. Nous sommes totalement indépendants dans la recherche et développement, dans l'élaboration des mélanges, dans le conditionnement, dans le conseil et la formation professionnelle de santé, etc. Nous avons également des engagements de qualité. Henri de Roissard, c'est notre fondateur qui a créé le laboratoire donc il y a 30 ans. C'est un ingénieur en biochimie et en microbiologie qui a beaucoup travaillé sur l'étude des bactéries lactiques. Et donc, c'est avec ces études-là qu'il a créé ses premiers produits, donc principalement des symbiotiques. Et ensuite, il a développé toute une gamme de micronutrition. Alors, quelles sont les valeurs du laboratoire? Ce que l'on va trouver principalement chez Lorica, ce sont des ingrédients avec une biodisponibilité optimale et une qualité très importante de nos ingrédients. Vous allez retrouver des formules qui sont complètes, qui vont permettre une rééducation physiologique de l'organisme grâce à l'action de principes actifs et de nombreux cofacteurs. Et donc, ce qui va permettre de provoquer des réactions en cascade qui vont agir sur l'ensemble des mécanismes impliqués dans le résultat que l'on souhaite. Nous sommes adhérents à Synadiet et nous avons des certificats pour nos oméga 3. Donc voilà l'ensemble des engagements qualité de l'ORECA que vous pourrez regarder plus tard. Voilà pour l'ensemble de la gamme Lorica. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur l'équilibre cardiovasculaire, mais pas que. Et Maëva va vous l'expliquer. Effectivement, les syndromes métaboliques engendrent beaucoup voilà, de spécificités au niveau de notre métabolisme. Et donc, voilà, Maëva va pouvoir vous expliquer tout ça. Voilà pour nos coordonnées. Donc, je suis Elodie Pérez, Adeline Botton, assistante commerciale. Vous pouvez également la joindre. Et donc, Céline, qui est à la technique, que j'oublie toujours de présenter, mais qui est avec nous, va vous envoyer un petit message tout de suite avec l'ensemble des coordonnées pour que vous puissiez nous joindre si besoin. Voilà pour moi. Donc, Maëva, je t'en prie, on t'écoute avec beaucoup d'attention et puis on répondra. Je reviendrai tout à l'heure pour répondre aux questions avec toi. Super, merci. Moi tout à l'heure. Alors À tout Elodie, à l'heure. Merci beaucoup. je vais lancer le partage. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça fonctionne bien? Alors, c'est tout bon. Très bien. Ok, c'est super. Donc, on peut y aller. Bon, j'espère que vous êtes motivés parce qu'on va avoir pas mal de choses à voir aujourd'hui. Le syndrome métabolique, justement, aborde le thème du métabolisme. Et donc, c'est un thème qui est vraiment très large. Et en naturopathie, comme on s'attache toujours à accorder de l'importance aux causes, on va aussi aller creuser de ce côté-là. Donc, on va avoir pas mal de choses à voir. Voici le menu donc pour ce midi avec la recherche de la cause et puis les solutions naturelles qu'on pourra mettre en place. On va découvrir ça ensemble, du coup. Donc, pour introduire, on va déjà définir ce qu'est le métabolisme. Eh bien, le métabolisme, c'est un ensemble de réactions biochimiques qui vont survenir au sein des cellules. On va avoir d'abord la combustion de matières premières. Alors, ça peut être du glucose, des acides gras, des acides aminés, des corps cétoniques. On va avoir également la production d'énergie mitochondriale. On a 10 000 milliards de mitochondries qui vont produire environ 46 kilos d'ATP par jour. Alors, bien sûr, on n'a que 50 grammes d'ATP, ce qui signifie en fait que le stock est renouvelé vraiment fréquemment, 900 fois par jour d'ailleurs. Et en fait, l'ATP, c'est vraiment une molécule qui va posséder un turnover extrêmement rapide.
On a aussi du recyclage qui est prévu. Rien ne se perd, ou presque, dans l'organisme, tout se transforme. Et puis, justement, pour les choses qui se perdent, on va avoir cette génération de déchets qui seront éliminés par nos émonctoires, quand tout va bien en tout cas. Et on a également des mécanismes de régulation concernant la gestion des stocks qui vont permettre aussi au maximum l'économie au niveau cellulaire, puisque le corps fonctionne euh, en écologie. Donc, ce métabolisme, il est le garant de notre énergie. Alors, il se peut qu'il soit parfois déséquilibré, comme dans le syndrome métabolique, justement. Le syndrome métabolique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une association de différents symptômes ayant en commun un mauvais métabolisme et étant impliqué au cœur des maladies de civilisation, à savoir les maladies cardiovasculaires, les accidents vasculaires cérébraux également, avec une prévalence qui va être multipliée par presque 3, du diabète de type 2, de surpoids, de l'obésité, de l'infertilité avec le SOPK par exemple, des troubles neuropsychiatriques également. On va avoir par exemple certaines formes de dépression et de maladies neurodégénératives. On dit également que la maladie d'Alzheimer qu'elle est un diabète de type 3. On peut retrouver certaines apnées du sommeil, des troubles hépatiques qui peuvent dégénérer en âge, donc en stéatose, on va voir ça tout à l'heure, puis en cirrhose, voire même en cancer. D'ailleurs, on aura donc certains cancers hépatiques, mais aussi des cancers hormonodépendants, et le tout, bien sûr, servi sur un lit d'inflammation de bas grade et de stress oxydatif, avec souvent une interconnexion entre ces différentes maladies. Alors, au niveau de la prévalence, historiquement, le syndrome métabolique touchait la population adulte qui atteignait la maturité. Selon une étude qui s'appelle donc l'étude DÉSIR, c'est données épidémiologiques sur le syndrome d'insulinorésistance. Donc, c'est une étude qui a suivi des milliers de personnes sur 9 ans. Eh bien, on retrouve actuellement une forte prévalence chez l'adulte avec 17% des hommes et 10% des femmes. Mais surtout, ce qui est très préoccupant, c'est qu'on a de plus en plus de sujets jeunes avec 11 adolescents sur 100 qui ont un syndrome métabolique. Ces chiffres, en plus, sont probablement largement sous-estimés puisque le recueil s'est terminé en 2004, donc ça fait déjà près de 20 ans. Et pourtant, la courbe de surpoids, du diabète et des affections cardiovasculaires ne cesse d'augmenter. La prévalence aussi, elle va augmenter au-delà de 50 ans avec un homme sur 2 et une femme sur 4. Donc, généralement après 60 ans en France. Aux États-Unis, on est même après 40 ans. On parle déjà de décroissance au niveau de la mortalité qui se fait de plus en plus tôt dans les pays industrialisés. Et puis, une personne sur 2 actuellement est atteinte de surpoids ou d'obésité en France et 1 sur 20 souffre de diabète. On a plusieurs facteurs de risque pour ce syndrome métabolique, donc l'âge et le sexe masculin. Les facteurs héréditaires également avec la génétique et l'épigénétique, la consommation de sucre qui va dérégler le métabolisme lié à l'insuline et générer de l'hypertriglycéridémie aussi, donc qui va déséquilibrer le bilan lipidique, le tabagisme, la sédentarité, et puis on va avoir aussi un défaut de méthylation et d'hyperhomocystéinémie, on en parlera un petit peu aussi. En naturopathie, on prend également en compte le morphotype. Donc, pour rappel, en naturopathie, on est vraiment sur un accompagnement de terrain. Et donc, pour faire dans les grandes lignes, on va se retrouver face à 2 types de tempéraments. Les rétractés d'un côté, les dilatés de l'autre. Les rétractés, c'est-à-dire les neuroarthritiques, ont un terrain acide qui va former le lit de maladies inflammatoires douloureuses. Elles sont souvent des maladies symptomatiques et du coup, le neuroarthritique se prend peut-être plus rapidement ou plus facilement en charge puisqu'il est vraiment dans un inconfort qu'il ressent. Et les dilatés, c'est-à-dire les sanguinopléthoriques, ont un terrain surchargé qui forme le lit des maladies de pléthore, justement, qui vont être liées à ces surcharges et à l'épaississement du sang. Et ce sont des maladies qui ne sont pas douloureuses, en tout cas dans un premier temps. Donc, le syndrome métabolique, il se développe préférentiellement sur le terrain sanguinopléthorique et il passe souvent inaperçu. Donc, chez les neuroarthritiques, c'est plus rare, ça peut arriver. Quand ça arrive, c'est plus en lien avec une compensation face au stress, donc stress, sucre et puis mauvaise gestion de l'insuline, puisque les neuroarthritiques paraîtraient plus souffrir aussi de stress. On en reparlera tout à l'heure. En tout cas, le syndrome métabolique, c'est un syndrome qui a une évolution lente, sans douleur particulière. Et la phase où la personne n'est plus en santé, mais pas encore en état de maladie,
est assez longue. D'ailleurs, comme c'est souvent le cas dans les terrains de pléthore. Et le dépistage se fait souvent de manière assez fortuite lors de consultations médicales ou bien de séances de naturopathie. En tout cas, c'est vraiment important de rechercher ce syndrome métabolique et pour nous, naturopathes, de savoir lire aussi les différents bilans, même si, évidemment, on ne pose pas de diagnostic, puisqu'en fait, le syndrome métabolique, c'est une perturbation sous-jacente qu'on peut parfaitement accompagner et de manière précoce et qui peut vraiment se faire grâce à l'amélioration d'une hygiène de vie. Donc un syndrome, en fait, c'est un regroupement de symptômes qui vont orienter vers une fréquence de pathologie beaucoup plus élevée que chaque symptôme ou chaque critère pris séparément. Et donc c'est pour cette raison que pour parler de syndrome métabolique, il faut répondre à au moins 3 critères. Et on va être à la fois face à des marqueurs cliniques et à des marqueurs biologiques. Donc, avant de rentrer dans le détail, il faut savoir, comme vous pouvez le voir déjà avec le tableau, que les normes de ces marqueurs vont varier en fonction des instituts qui les proposent. En prévention, on peut se permettre de s'orienter vers des marqueurs plus stricts, mais au fond, ce qui compte vraiment pour nous, c'est l'évolution individuelle, donc en suivant vraiment la personne. Donc pour les marqueurs cliniques, on va avoir le surpoids, qui est le critère principal, et notamment l'élévation de la masse grasse abdominale, avec plus de 80 à 88 cm de tour de taille pour la femme, 94 à 102 pour l'homme. On va avoir aussi une élévation de la pression artérielle moyenne, on va passer à plus de 13,5, de 13,8, pardon, enfin 13 sur 8,5, où on peut avoir aussi un traitement antihypertenseur en cours. Donc, dans ce cas-là, la pression artérielle est régulée, stabilisée, mais on a ce traitement qui indique qu'à la base, il y avait quand même quelque chose. On a également des marqueurs biologiques avec une perturbation de la glycémie et du métabolisme des glucides. Donc, on va retrouver une glycémie à jeun supérieure à 1 g par litre ou un diabète déjà déclaré. On va retrouver également des triglycérides à plus de 1,7 millimol par litre et du HDL en dessous de 0,4 g par litre chez la femme et 0,5 chez l'homme. Donc, l'obésité abdominale, c'est vraiment le marqueur le plus important dans la liste de ces 5 critères et il va être aussi à, comment dire, il faut prendre du recul aussi par rapport à ça et le mettre en relief par rapport à l'ethnie, par rapport à l'âge, voire même, comme on l'a vu, au tempérament naturopathique. Et puis, on peut aussi aller plus loin avec un bilan secondaire, donc avec la CRP-US, qui va servir à mesurer l'inflammation de bas grade. Nous, on aime bien quand elle est inférieure à 1, donc à partir du moment où elle dépasse déjà une unité, on peut commencer à se dire qu'il se passe des choses. En fait, c'est un marqueur proportionnel au risque cardiovasculaire. Il est souvent lié d'ailleurs à l'élévation de la masse grasse au niveau abdominal et aussi à l'hyperperméabilité intestinale. Généralement, vous verrez dans un bilan sanguin que les normes de labo indiquent que la CRP-US doit être inférieure à 5. Nous, on aime bien quand, comme je vous l'ai dit, hein, quand elle est inférieure à 1, en sachant que déjà, quand elle dépasse 3, il y a un risque cardiométabolique existant. L'homocystéine, c'est lié à la capacité de méthyler. Alors, sans rentrer dans un cours sur la méthylation, c'est assez complexe, mais la méthylation, c'est ce qui va contrôler l'expression des gènes. Donc, ça va être des groupes méthyl, voilà, qui vont s'attacher à des brins d'ADN pour empêcher l'expression du gène. Donc là, on est vraiment dans l'épigénétique. Et plus notre capacité à méthyler est bonne, plus notre homocystéine est basse. Et idéalement, l'homocystéine, elle doit être comprise entre 6 et 8. Et quand elle est plus élevée, eh bien, elle va indiquer un facteur de risque pour tout ce qui est lié aux installations des maladies de civilisation, et notamment des cancers et des maladies cardiovasculaires. L'insulinorésistance, enfin, qu'on va pouvoir mesurer à l'aide de l'indice OMA. Donc, l'indice OMA, c'est un calcul un petit peu particulier où on va prendre l'insulinémie à jeun, qu'on va multiplier à la glycémie à jeun, mesurée en même temps, ça c'est important, et sur un rapport de 22,5. Alors, ne retenez même pas le calcul, je vous ai mis directement un petit lien qui va vous permettre justement de calculer facilement l'indice OMA. Et donc, quand le HOMA dépasse 1,7, voire même 1,4, si on est vraiment très strict, on est sur une insulinorésistance débutante. S'il dépasse 2,4, on est déjà sur un phénomène d'insulinorésistance important. Et quand l'indice HOMA est augmenté, alors que la glycémie à jeun
est normal, eh bien, c'est qu'on est sur une insulinorésistance qui est compensée. C'est-à-dire que le pancréas, à ce moment-là, il cravache dur, il est en hyperactivité et en fait, c'est vraiment, j'ai envie de dire, la photo, le bilan du mal qui est en train de se faire. Il y a un autre calcul intéressant aussi, c'est le Quickie, qui est encore plus sensible que le HOMA et du coup qui va nous permettre d'agir encore plus en prévention. En fait, le Quickie va mesurer la sensibilité à l'insuline. Donc avec le HOMA, on mesure la résistance. Avec le Quickie, on mesure la sensibilité à l'insuline. Et donc, il doit être supérieur à 0,33. Quand il est en dessous, c'est que la sensibilité à l'insuline a diminué. Donc, pour nous, ce qui est important, c'est vraiment cette insulinorésistance et qu'on va devoir examiner parce que c'est le facteur de risque principal dans le syndrome métabolique. Alors, généralement, à ce stade, notre consultant, il se plaint voilà, de coups de pompe ou de mal de tête après le repas, par exemple. Il peut avoir un petit taux d'acide urique un petit peu élevé, des petites poussées d'arthrose, une petite montée de cholestérol. Ça va être des petits symptômes ou des petits frémissements au niveau des bilans qui finalement vont nous donner beaucoup d'informations. Et quoi qu'il en soit, dans le syndrome métabolique, il n'y a normalement pas de symptômes en tant que tels. Quand il y en a, ils sont déjà l'expression d'un problème qui est plus grave et qui se prépare quand même depuis un certain temps. Donc, un petit mot rapide, comme promis, sur les effets délétères de l'excès d'homocystéine. Donc, cet excès va favoriser l'athérogénèse avec des phénomènes oxydatifs et un dysfonctionnement endothélial. Il va favoriser également la thrombose avec une action pro-agrégante et sur les facteurs aussi de coagulation. L'homocystéine en excès va avoir une action pro-inflammatoire. Alors ça, c'est très publié dans tout ce qui est maladie inflammatoire chronique de l'intestin, les MICI. Elle favorise également la cancérogénèse via la perturbation de l'expression des gènes, le vieillissement cellulaire aussi, avec notamment la baisse du glutathion et de la phosphorylation oxydative. Donc là, on rentre vraiment dans les processus justement de vieillissement cellulaire. Et pour améliorer la méthylation et donc l'homocystéinémie, donc si vous voyez une homocystéinémie, on va tout de suite penser aux vitamines du groupe B et notamment la vitamine B6, la vitamine B9 et la vitamine B12. Donc, le syndrome métabolique, alors c'est comme je vous l'ai dit, hein, mais on le répète parce que c'est de la pédagogie aussi, c'est vraiment une conjonction d'anomalies métaboliques, c'est vraiment important de le garder en mémoire. Mais ces anomalies métaboliques ne sont pas toujours dépendantes les unes des autres. Par contre, elles sont toutes la conséquence d'un dysfonctionnement de l'insuline. Donc, c'est vraiment indispensable qu'on aille voir comment ça se passe de ce côté-là. Donc, par rapport à l'insuline, en ce qui concerne son action sur les glucides, eh bien, elle agit à travers des récepteurs à l'insuline qui s'expriment sur la membrane des cellules dites insulinosensibles. En fait, les récepteurs de l'insuline, ce sont des récepteurs particuliers qu'on appelle des récepteurs tyrosine kinase. Donc, ils sont en deux parties, comme vous pouvez le voir au niveau de la membrane. Il y en a une qui est située à l'extérieur de la membrane cellulaire. C'est là où va se fixer l'insuline. Et puis, il y a une autre partie qui va traverser la membrane cellulaire. Donc, quand l'insuline vient se fixer sur ce récepteur, tyrosine kinase, donc, eh bien, ça va modifier la forme du récepteur transmembranaire. Et cette modification de forme va entraîner ce qu'on appelle une phosphorylation de certaines parties de ces récepteurs, et notamment des radicotyrosines. Donc, vous voyez, hein, c'est l'étape 2. Et donc, une fois que ces radicotyrosines sont phosphorylées, eh bien, à ce moment-là, il va y avoir une cascade de réactions chimiques, dont notamment des déphosphorylations successives, mais là, on rentre vraiment dans le détail, qui vont aboutir au final à la mobilisation des récepteurs du glucose. Ces récepteurs du glucose, on les appelle GLUT4 pour glucose transporteur de type 4. Et ces GLUT4, ils sont à l'intérieur de la cellule. Ils nichent en fait sur des vésicules. Et donc, sous l'effet de l'insuline, ils vont être transportés jusqu'à la membrane. Ils vont être installés au niveau de la membrane cellulaire. Et puis, toujours sous l'effet de l'insuline, ils vont pouvoir s'exprimer. Ils vont pouvoir ouvrir leurs canaux pour permettre la pénétration de glucose dans la cellule. Et donc, ce glucose, une fois qu'il est devenu intracellulaire, il va suivre différentes voies de métabolisation en fonction des besoins de l'organisme. Alors, soit il va être transformé en énergie utile à la vie cellulaire, soit il va être métabolisé en glycogène ou en triglycérides. Quand on consomme du sucre, le corps fabrique
de l'insuline pour faire pénétrer le glucose dans les cellules sensibles. Jusque-là, ça va. Donc l'insuline, en fait, c'est vraiment une hormone essentielle pour tout ce qui est anabolique. Enfin, anabolisme du coup. Elle permet en fait le stockage des substrats glucidiques, des substrats lipidiques. Elle agit également au niveau protéique et en fait, elle va avoir des effets sur les tissus qui sont sensibles, c'est-à-dire les cellules musculaires, les cellules graisseuses et les cellules hépatiques. Donc, elle fait rentrer le sucre dans le muscle et elle va permettre la prise de masse maigre au niveau musculaire. Elle fait également rentrer le sucre dans les adipocytes en les transformant en triglycérides et ce qui va entraîner la prise de masse grasse. Et puis, elle va également empêcher la graisse de sortir des adipocytes. Et vous remarquerez aussi son action anti-apoptose, c'est-à-dire qui retarde ou qui empêche la mort des cellules. Et c'est pour cette raison que l'hyperinsulinémie est aussi intimement liée au cancer. Donc l'insuline, c'est vraiment une hormone qui va favoriser la croissance, qui va favoriser le stockage, la prolifération des cellules, tout en inhibant justement leur apoptose. Dans l'insulinorésistance, certains mécanismes de l'insuline vont se retrouver bloqués. Alors, ça peut être lié à plusieurs choses. La première chose, ça peut être un défaut de production d'insuline. Je l'ai grisé parce que ce n'est pas la partie qu'on va aborder aujourd'hui. Là, on est plus sur le fonctionnement pancréatique à ce niveau-là. Mais ça peut être lié aussi à un dysfonctionnement des récepteurs à l'insuline. Et ça peut être lié encore une fois à une carence en zinc, en magnésium et en vitamine D. Donc là, vous avez déjà une première piste concernant la micronutrition. Et d'ailleurs, une autre étude de 2004, je vous parlais de l'étude DÉSIR tout à l'heure, mais une étude a montré justement que le HOMA baisse de 43% après une supplémentation en magnésium. Et une autre de 2012 avait mis en avant les effets du zinc justement par rapport à l'activation de la liaison entre l'insuline et son récepteur. Et il me semble aussi par rapport à la transcription au niveau intracellulaire. On peut avoir d'autres blocages au niveau notamment de la phosphorylation qui peut être défectueuse ou excessive en sachant que, cette phosphorylation, «bancale» entre guillemets pourrait inactiver l'action de l'insuline. Et puis l'insulinorésistance, elle est généralement associée à un état inflammatoire chronique de bas grade et ce lien va expliquer aussi la présence de cytokines inflammatoires dans la cellule, notamment les interleukines 6, TNF-alpha aussi, et puis les acides gras libres qui vont pouvoir se balader ensuite dans l'organisme et qui vont perturber directement ou indirectement les phosphorylations et perturber le mécanisme de l'insuline. La masse grasse périviscérale, donc au niveau abdominal, c'est vraiment le siège de cette inflammation et elle va augmenter l'impact de l'insulinorésistance. C'est pour ça qu'elle est importante à prendre en compte. Pour information, j'avais réalisé un petit question de santé justement à ce sujet au niveau de la résistance à la perte de poids. Donc, si vous voulez avoir un petit peu plus de détails là-dessus, n'hésitez pas à aller sur la page YouTube de l'Orica ou sur la mienne, vous retrouverez cette vidéo. Et puis enfin, un petit mot sur le stress oxydatif et la glycation qui vont également inhiber les effets de l'insuline au niveau du métabolisme. Donc la résistance à l'insuline, elle génère dans un premier temps une compensation par le pancréas qui va sécréter plus d'insuline. Et pour rappel, chez un sujet sain, l'insuline bloque la lipolyse et favorise l'entrée du gras dans le tissu adipeux. C'est là où on va prendre le plus de graisse. Mais comme dans le cas de l'insulinorésistance, eh bien l'insuline est bloquée par les mécanismes qu'on vient de voir, le gras ne pourra plus rentrer dans la cellule et il va y avoir une augmentation des acides gras libres qui vont circuler dans le sang. C'est ce qu'on appelle aussi le phénomène de l'hypotoxicité. La résistance à l'insuline, c'est un processus qui se met en place progressivement. Donc, on va d'abord avoir une insulinorésistance au niveau musculaire. Dans ce cas, l'insuline n'arrive plus à faire rentrer le sucre dans le muscle. Donc, on va se retrouver avec un hyperinsulinisme qui va favoriser la transformation des sucres en graisse dans l'adipocyte. Et c'est un phénomène qu'on retrouve aussi assez fréquemment chez les sportifs qui arrêtent de faire du sport et puis du coup qui grossissent. Ensuite, le deuxième niveau d'insulinorésistance va se trouver au niveau adipocytaire. Donc, les cellules graisseuses vont finir, elles aussi, par devenir insensibles à l'insuline. Et l'insuline ne va plus pouvoir empêcher le déversement des acides gras libres dans le sang, qui vont devenir toxiques pour le foie et qui vont entraîner aussi une perturbation de l'équilibre de la glycémie, avec notamment le phénomène de néoglucogénèse. Donc, dans ce cas, les bilans lipidiques
et les bilans glucidiques sont déjà perturbés et on peut déjà observer, par exemple, une augmentation de la glycémie à jeun. Et puis enfin, au niveau hépatique, donc qui est le troisième niveau d'insulinorésistance, là, le foie s'épuise vraiment dans sa tentative d'éliminer les acides gras libres du sang qu'il doit filtrer tout le temps. Et puis, ces cellules vont devenir à leur tour insulinorésistantes. Donc, la lipotoxicité, je vais y arriver, il y a plein de mots compliqués dans cette conférence. Alors, je vais avoir besoin de votre soutien, je crois bien, parce que je vois que ça fourche. Donc, la lipotoxicité va former le lit de la stéatose hépatique pendant que la régulation de la glycémie se fait mal. Et là, on va basculer du coup dans l'intolérance au glucose. Et d'ailleurs, le pancréas, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé du pancréas, mais c'est quand même lui qui génère l'insuline, il va finir par s'épuiser en passant justement de l'hyperfonctionnement à l'hypofonctionnement dans sa partie endocrine, c'est-à-dire dans la partie hormonale, ce qui va conduire du coup à la perte de production d'insuline, puis au diabète. Donc, au niveau du foie, alors effectivement, on va se retrouver avec des manifestations hépatiques qui passent souvent inaperçues parce qu'elles sont asymptomatiques. Et puis, on sait bien que le foie, c'est un organe noble qui est silencieux. Et donc, le processus, en fait, ça va être l'apparition de graisse au niveau du tissu hépatique, puis ensuite une inflammation au niveau local et qui peut répondre évidemment à une inflammation systémique. Et puis ensuite, on va glisser petit à petit dans la fibrose. Plus on avance dans l'aspect lésionnel, plus on avance dans cette évolution-là, moins c'est réversible, évidemment. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner aussi à temps. On peut observer ces manifestations hépatiques grâce au bilan hépatique. Donc, je vous ai mis un petit tableau récap par rapport à ça. Donc, on va pouvoir doser notamment les transaminases, c'est-à-dire les alates, les azates et les gamma-GT. Ces transaminases, en fait, ce sont des enzymes qui sont responsables des réactions métaboliques dans les cellules hépatiques. Donc, la présence des transaminases dans le sang va refléter la mort des cellules hépatiques parce qu'on a toujours en fait un turnover au niveau cellulaire, c'est normal, mais plus on va solliciter le foie, plus ces cellules vont être en souffrance et plus on va retrouver des transaminases dans le sang. Donc les azates et les alates, elles ont naturellement un taux légèrement plus élevé chez l'homme que chez la femme et aussi lors d'un effort musculaire important et prolongé. Donc c'est à prendre en compte. Si la personne fait son prélèvement après avoir couru le marathon parce qu'elle était en retard, bon, on peut y penser. Et puis, on peut aussi voir leur taux augmenter évidemment en cas d'hépatite. Alors là, on peut avoir des records vraiment d'azate et d'alate. On peut aller jusqu'à 100 fois les valeurs usuelles. On peut voir aussi une augmentation en cas d'obstruction des voies biliaires, évidemment, d'intoxication alcoolique, voire même de pancréatite aiguë. Ça peut être un des marqueurs aussi. Ou même pendant l'infarctus, mais bon, là, ça nous concerne moins à ce moment-là. Donc, le rapport azate sur alate, il augmente aussi avec le degré de fibrose. Ça, c'est quand même intéressant de l'avoir en tête. Et il doit toujours être inférieur à 1. Et plus il s'éloigne, plus il s'élève et plus il s'éloigne, plus la fibrose s'avance. Les gamma-GT, alors un petit mot aussi sur les gamma-GT, qui sont nos enzymes qui participent au mécanisme complexe de la détoxification hépatique. Alors là, je vous renverrai vers l'excellent webinaire de Daniel Boussard qui a été réalisé à ce sujet. Et donc, s'ils augmentent dans le sang, eh bien, ça va traduire l'effort que fait le foie pour détoxifier. Souvent, les gamma-GT, ce sont les premières transaminases à monter. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce qu'elles montent que ça veut forcément dire quelque chose et que ça va forcément être à prendre en compte dans notre bilan, voilà, parce qu'on veut bien faire, etc. Il faut toujours mettre en regard avec d'autres facteurs, d'autres éléments. Et puis, quand le foie, finalement, n'arrive plus à détoxifier, eh bien, on va avoir les gamma-GT qui augmentent, puis des lésions cellulaires avec une augmentation des azates et des alates qui vont être ensuite libérées dans le sang. La phosphatase alcaline, elle va servir aussi à mesurer l'évacuation de la bile. Plus elle est élevée, moins l'évacuation de la bile est bonne. Alors après, on peut aussi doser la bilirubine. C'est un petit peu plus complexe. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si la bilirubine totale est augmentée dans le sang, généralement, ça signe quand même une mauvaise élimination biliaire. Mais on peut toujours aller un petit peu plus loin en dosant la bilirubine libre, la bilirubine conjuguée
et on aura donc aussi la bilirubine totale. Et en voyant le rapport entre ces 3 mesures, on pourra aussi, plus affiner notre dépistage. C'est vrai qu'en mesure, alors j'ai pas pensé à l'ajouter sur la slide, mais je vous le dis, oralement, on peut aussi penser à l'hyperféritinémie, puisque sous l'influence de l'insuline, il va y avoir une dérégulation de l'hepcidine du foie et on aura donc une accumulation de fer au niveau du foie. Donc, ce syndrome métabolique va former le lit des maladies cardiovasculaires, donc cardiométaboliques, avec notamment une baisse du cholestérol HDL, une insulinorésistance, comme on l'a vu, donc une augmentation aussi de l'insuline et de l'inflammation systémique de bas grade, avec plusieurs types d'adipokines qui vont être libérés. Alors, on va avoir une élévation du TNF-alpha, des interleukines 6 qui sont donc pro-inflammatoires, mais on va avoir aussi une augmentation du PAI1 qui inhibe normalement l'activation justement du plasminogène 1 et qui est le précurseur de la plasmine. Or, la plasmine, c'est une enzyme qui va permettre, entre autres, la résolution de l'inflammation, la cicatrisation des plaies, et d'ailleurs notamment des plaies au niveau endothélial, donc qui nous intéressent vraiment au niveau cardiovasculaire, et qui va avoir aussi une action au niveau de la fibrinolyse. Et donc, on va avoir une inhibition de la plasmine. On aura également plus d'angiotensinogène, je vais y arriver, qui est précurseur de l'angiotensine et qui va donc favoriser l'hypertension artérielle. Et puis la résistine et la vistachine qui vont entraîner une insulinorésistance aussi et induire la transformation des préadipocytes en adipocytes, en sachant que les adipocytes après seront en mesure de synthétiser et d'exprimer des facteurs pro-inflammatoires. Et donc, tous ces facteurs pro-inflammatoires, justement, vont avoir une action qui vont favoriser le terrain à athérosclérose, à maladie cardiovasculaire, puisqu'elle va favoriser notamment l'adhésion au niveau endothélial. On aura également une augmentation des triglycérides. Alors, si en plus, par-dessus ce tableau, on rajoute les facteurs environnementaux comme le stress, le tabac ou l'alimentation ou autre chose, eh bien, on a tout gagné. Donc voilà, je reprends rapidement les facteurs de l'insulinorésistance puisque ça va être vraiment, comment dire, les éléments phares sur lesquels on va pouvoir agir en micronutrition, en médecine fonctionnelle ou en naturopathie. Donc évidemment, on prend en compte tout ce qui est lié à l'hygiène de vie et qui fait partie de nos techniques principales en naturopathie. Donc le stress, le manque de sommeil aussi qui va être hyper important dans le syndrome métabolique, une alimentation inadaptée, la sédentarité. Au niveau physiologique, on pourra faire attention à tout ce qui est lié à l'intoxination, qui peut être lié aux pollutions environnementales ou bien à la consommation justement de produits qui ne sont pas adaptés. Et on aura une attention toute particulière à notre microbiote qui pourra faire des merveilles pour nous et pour nous sortir du syndrome métabolique. Déjà, rien qu'en prenant en compte ce que vous pouvez voir dans ces 2 colonnes, on aura vraisemblablement des répercussions positives au niveau biologique. Mais on pourra aller plus loin. Donc, c'est pour ça aussi que je vous ai rappelé ces petits items pour avoir une démarche encore plus précise pour ceux qui le souhaitent. Et donc, l'excellente nouvelle pour nous, c'est vraiment qu'on peut agir sur tous ces facteurs et on va en passer une bonne partie en revue. Donc, un petit mot sur la glycation aussi, on en a parlé, on l'a juste nommé tout à l'heure. La glycation, qu'est-ce qui se passe? En fait, quand un sucre se heurte à une protéine dans l'organisme, celle-ci devient une glycoprotéine. Donc, c'est une réaction qui se passe sans avoir besoin d'enzymes. C'est vraiment la rencontre de deux éléments. Donc, ce phénomène de glycation, il va être responsable d'un dysfonctionnement de la protéine, forcément, puisqu'elle va modifier ses propriétés structurales et en même temps fonctionnelles. La glycation, c'est ce qui va participer au vieillissement, mais c'est ce qui va participer aussi au processus physiopathologique qui va s'étendre sur différents niveaux, donc au niveau moléculaire, au niveau cellulaire et au niveau tissulaire également. Et plus on avance dans le temps, moins ce processus est réversible. J'ai envie de dire, c'est comme pour tout au final. Donc, à la première étape, on a un sucre et un acide aminé d'une protéine qui vont s'assembler. Alors, ça peut être du fructose ou du ribose qui sont extrêmement glycants. Ça peut aussi être du glucose qui va facilement glyquer les molécules d'hémoglobine en cas d'hyperglycémie et qu'on pourra justement mesurer dans l'hémoglobine glyquée. Et puis ensuite, sous l'influence du temps, du pH, de la température, de tous les facteurs, je dirais,
environnementaux ou métaboliques, eh bien, cette conjugaison qu'on appelle d'abord la base de Schiff, qui était jusqu'alors facilement réversible, eh bien, elle va prendre la forme d'un autre produit qu'on appelle le produit d'Amadori. Et c'est un produit stable et pour lequel il n'y a plus de réversibilité, en tout cas dans le corps. Et puis, au bout de quelques semaines, eh bien, ces produits d'Amadori pourront réagir à nouveau pour former ce qu'on appelle les AGE, c'est-à-dire les produits de glycation avancée. AGE, c'est l'acronyme anglais, c'est pour ça que ça ne correspond pas. Et donc, ces AGE sont toxiques et ils vont se fixer à des récepteurs dans l'organisme et générer de l'inflammation. Ils vont générer une réaction aussi profibrosante, voire même des thromboses, des caillots et du stress oxydatif. Et là, on va rentrer dans un cercle vicieux puisque les AGE vont promouvoir ce stress oxydatif qui va à son tour créer de nouvelles molécules qui vont générer ou en tout cas favoriser la glycation. Et tout ça pour le plus grand bonheur des maladies dégénératives. Donc, évidemment, comme je vous l'ai dit, les protéines glyquées perdent leurs propriétés. On va avoir aussi une altération de l'activité enzymatique, donc notamment des enzymes antioxydantes comme la superoxydismutase, par exemple. Une agrégation des protéines qui va générer, alors on peut avoir des opacifications au niveau du cristallin ou encore des plaques d'athérome. Ce sont aussi des agrégations qui peuvent même léser le rein et on sait combien c'est difficile de revitaliser un rein. On peut également avoir des défauts de reconnaissance, en fait, des signaux moléculaires au niveau de l'endocytose, notamment les LDL glyqués qui vont générer donc de l'hypercholestérolémie, de l'athérothrombose, tout un tas d'autres problématiques. On pourra se retrouver avec une altération de l'ADN, avec notamment un vieillissement cellulaire, une altération de l'immunité également, avec par exemple une augmentation de l'auto-immunité ou une diminution même de la défense immunitaire face aux infections. Et puis, alors la stimulation des récepteurs AGE, donc RAGE, quand les AGE se fixent à leurs récepteurs AGE, à la surface des cellules, ils vont induire un stress oxydant et une augmentation de l'expression des gènes, des cytokines, qui vont être impliqués dans le recrutement des cellules, mais ils vont aussi induire une augmentation de l'expression des gènes qui vont coder pour le récepteur AGE lui-même. Ça veut dire qu'on va se retrouver encore une fois face à un cercle vicieux avec plus de récepteurs AGE qui vont générer plus d'inflammation et encore plus de récepteurs AGE. Et donc, on va encore favoriser la mise en place, la survenue des maladies de civilisation. Et ces récepteurs aussi ont un rôle non négligeable sur la survenue des cancers. Il me semble que je vous ai mis également une étude à la fin. Alors, le microbiote intestinal, bon, c'est pas un scoop ce que je vais vous dire là tout de suite maintenant, mais ça mérite d'être souligné puisque vous savez très bien, j'imagine que dans l'entretien en naturopathie, la partie qui concerne le stress et celle qui concerne la digestion, ce sont des parties qui sont extrêmement importantes. Et dans le cas du syndrome métabolique, ça pourra vraiment nous donner des axes de compréhension, mais aussi d'amélioration justement à ce niveau. Et il faudra toujours garder à l'esprit que le stress et les déséquilibres digestifs, du microbiote notamment, sont très intimement liés. Et donc, mon enjeu là aujourd'hui, ça va être justement de vous montrer les liens entre le stress, le microbiote et le syndrome métabolique. Donc, jusqu'à il y a quelques années, eh bien, on pensait que le syndrome métabolique s'expliquait surtout par la génétique et par l'alimentation. On a vu aussi que le stress pouvait avoir son importance, mais finalement, on a vite compris qu'en plus de tout ça, eh bien, il y avait autre chose. Donc, on allait voir du côté des pays dans lesquels les populations concernées augmentent et rajeunissent aussi, et notamment celles où le diabète explose. Et en fait, on s'est rendu compte que plus les femmes accouchaient en césarienne, plus le risque de moins bien gérer son insuline était élevé. Et on a fait exactement le même constat avec des enfants qui ont subi plusieurs antibiothérapies précoces, qui auront finalement 2 fois plus de risques de devenir diabétiques à l'âge adulte, sans que l'alimentation ou que l'activité physique ne soient des facteurs déterminants. Et finalement, l'élément commun à tous ces profils, donc l'enfant né par césarienne, l'enfant avec des antibiothérapies précoces, eh bien, c'est le microbiote.
Le microbiote, il va avoir un lien direct avec le syndrome métabolique et un lien indirect également. Donc, on va commencer par le lien direct. En fait, avec un microbiote en déséquilibre, on peut avoir une altération de la barrière intestinale avec notamment le passage d'endotoxines dans la circulation sanguine qui va entraîner une réaction silencieuse mais néanmoins persistante du système immunitaire. Et donc, cette hyperperméabilité intestinale, elle peut se manifester par la perturbation d'une protéine, la zonuline, qu'on peut actuellement doser en biologie d'ailleurs, et qui témoigne d'une hyperperméabilité intestinale. Donc, dans l'hyperperméabilité intestinale, on va avoir des facteurs qui vont favoriser la libération de toxines endogènes dans l'organisme. Donc, ces toxines, elles vont être issues principalement des bactéries Gram- dans un intestin en dysbiose. Alors, ça peut être Escherichia coli, par exemple, et tant d'autres. Et ces toxines, en fait, ce sont des lipopolysaccharides, c'est-à-dire des lipotoxines, et qui vont favoriser aussi tout ce circuit d'inflammation et de lipotoxicité. Dans l'intestin, on a une grande quantité de récepteurs qu'on appelle les récepteurs TLR, dont le TLR4 qui reconnaît les LPS, donc les lipopolysaccharides. Je dis LPS pour gagner du temps. Donc, quand ces LPS se fixent sur ces récepteurs, les TLR4, ça va favoriser l'ouverture des jonctions serrées et la réaction des entérocytes également qui vont fabriquer des molécules inflammatoires et générer une inflammation de bas grade au niveau intestinal. Donc, c'est souvent cette inflammation qui se répercute sur les autres systèmes de l'organisme, que ce soit le système cardiovasculaire, le système nerveux, le système osteoarticulaire. J'en avais déjà parlé aussi dans un précédent webinaire. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que tout vient de l'intestin. Les LPS, en fait, ce sont les toxines les plus favorables à la mise en place de l'insulinorésistance parce qu'en fait, ils sont impliqués dans la mise en place très précoce d'un stress oxydatif, d'une inflammation et de la perte de la sensibilité à l'insuline. Cette inflammation systémique va s'installer et ça va avoir un impact négatif aussi sur le pancréas qui du coup va produire moins d'insuline. Et puis ça va avoir un impact donc sur la sensibilité à l'insuline qui va diminuer elle aussi. Tout ce mélange va venir perturber la glycémie, le stockage des sucres, le stockage des graisses également, comme on l'a vu en tout début. Les vaisseaux sanguins, eux aussi, vont souffrir de l'inflammation, mais oui, il y en a pour tout le monde, effectivement, et donc notamment au niveau de leur endothélium. Donc, ils vont se dilater beaucoup moins bien, ils vont perdre de leur élasticité, ils vont être en plus encombrés par un sang qui finalement est épaissi. Pour vérifier cette inflammation, alors on peut doser par exemple la CRP ultrasensible, hein, comme je vous ai dit en tout début de conférence. On peut aussi observer le rapport des acides gras érythrocétaires, donc les oméga 6 sur les oméga 3. Ça va être notamment l'acide arachidonique, donc en oméga 6, sur l'EPA en oméga 3, qui va être le meilleur marqueur à ce niveau-là. Mais déjà, si vous faites un dosage total, c'est super, vous avez toutes les billes en main. Donc, le microbiote intestinal aussi, il va pouvoir fermenter les glucides qu'on n'a pas digérés. Et la fermentation de ces glucides, de ces polysaccharides, par exemple, parce que c'est une bonne nourriture pour le microbiote, ils vont être donc transformés en monosaccharides qui vont pouvoir passer dans le sang. Il va aussi y avoir une absorption des acides gras à courte chaîne. Et en plus, quand le foie aura fabriqué un stock suffisant de glycogène, il va stocker le sucre sous forme de triglycérides et de graisse. Et donc, on ajoute à ça l'activation de l'immunité innée, qui va être aussi un facteur clé dans le déclenchement et dans l'amplification de l'inflammation au niveau même hépatique. Et on va former, du coup, le lit des stéatoses. En fait, cette stéatose, elle va être la conséquence de l'activation de certaines cellules dans le foie qu'on appelle les cellules de Kupfer par d'un côté les LPS et les PAMS aussi, qui vont, donc d'autres toxines qui vont altérer la fonction hépatique et qui proviennent justement de cette première altération au niveau intestinal. Et puis, d'un autre côté, par les DAMS, qui sont les débris des cellules justement qui ont souffert précédemment, on pourrait dire, de la lipotoxicité. Et quant à la fibrogénèse, elle va être la conséquence plutôt de l'activation des cellules étoilées. Donc, en gros, on va avoir une activation des TLR sur les cellules de Kupfer qui va induire une inflammation, alors
que l'activation des TLR sur les cellules étoilées va plutôt induire une fibrose. Dès qu'on a une dysbiose intestinale, on va du coup vers une surcharge hépatique, vers un stockage de graisse, vers une inflammation chronique et une résistance à la perte de poids. Et du coup, on s'en va vers les maladies métaboliques par le même coup. Et vous trouverez beaucoup d'études récentes qui mettent d'ailleurs en avant justement l'impact du microbiote, en tout cas l'impact direct du microbiote sur le syndrome métabolique. Il y a aussi beaucoup d'études qui ont montré par exemple que chez le sujet obèse, on a une modification de la composition du microbiote et réciproquement s'il y a perte de poids. Et en modifiant le microbiote des personnes qui souffrent d'obésité, eh bien, ça va induire des modifications naturellement au niveau du poids. Et donc, pour le lien indirect, alors on s'est rendu compte notamment que le microbiote des diabétiques synthétise beaucoup moins de butyrate. Le butyrate, qu'est-ce que c'est? C'est un acide gras qui est produit par le microbiote intestinal à partir des fibres alimentaires. On ne peut pas vivre sans butyrate et quand on en manque, on va s'exposer à plusieurs problématiques intestinales comme des maladies auto-immunes ou même le cancer du côlon aussi. Le butyrate, alors ce n'est pas le seul acide gras à courte chaîne qu'on connaisse et qui est utile pour nous et que le microbiote produit quand il est harmonieux. Il y a aussi le propionate et l'acétate qui sont eux aussi issus des fibres délivrées par notre alimentation. Et donc ces acides gras sont vraiment des nutriments essentiels pour les cellules intestinales et qui jouent un rôle vraiment important dans l'immunité. Le butyrate joue un rôle majeur, alors c'est pour ça que j'en parle un petit peu plus, mais même s'ils sont tous intéressants. Le butyrate, il va permettre de contrôler l'inflammation, de cicatriser l'intestin, de favoriser l'activité des régulateurs. Et puis en plus, il va servir de carburant aux entérocytes et leur fournir de l'énergie, justement, qui va leur permettre d'assurer leur fonction de maintien de la barrière intestinale, grâce notamment à la production de mucus. Ce mucus, il va protéger la paroi intestinale de l'inflammation et finalement, il va aussi protéger l'organisme entier puisque l'inflammation se propage de l'intestin dans le sang si la barrière est poreuse. Aussi, on a beaucoup d'inflammation au niveau intestinal. Et puis, en se liant également à des récepteurs sur les cellules immunitaires, il va favoriser la réponse contre les bactéries pathogènes. Donc, il a vraiment un rôle protecteur qui est hyper intéressant. Entre autres, il va moduler la sécrétion du GLP-1, donc le glucagon-like peptide. C'est une hormone qui va permettre de moduler la sécrétion d'insuline notamment. Du coup, indirectement, le butyrate va empêcher les bactéries pathogènes, les endotoxines, les polluants, mais aussi les parties d'aliments insuffisamment digérés de passer dans le sang. Donc, c'est un excellent protecteur. Des petits mots aussi sur le propionate et l'acétate. Alors, le propionate, il va surtout avoir une influence sur la vitesse de notre vidange gastrique qui va être extrêmement importante chez la personne diabétique et il va donc influer sur la digestion. Autrement dit, ce sont des fibres en fait qui vont moduler notre appétit en envoyant en fonction des apports des signaux au cerveau. Donc si la vidange gastrique est trop rapide, eh bien des aliments qui ne sont pas suffisamment digérés vont passer dans le côlon et la vitesse de passage de glucose dans le sang va se trouver complètement augmentée, ça va exploser et c'est ce qui va aussi accroître la glycémie, les inconvénients qui y sont associés, donc notamment la glycation et tout ce qu'on a vu tout à l'heure avec les stress oxydatifs et l'inflammation qui en découle. Quant à l'acétate, alors c'est aussi un substrat énergétique qu'on va surtout utiliser pour les colonocytes et qui agit aussi sur le circuit de la faim et du bien-être. Donc en fait, quand il y a un gros déséquilibre au niveau digestif, on va avoir un déséquilibre au niveau acétate et propionate qui vont contribuer plutôt à une mise en réserve des triglycérides et à déclencher aussi la néoglucogénèse, alors qu'à l'inverse, quand le microbiote est harmonieux, on va avoir une synthèse préférentielle de butyrate qui aura plutôt un rôle modulateur vis-à-vis de l'insuline. Il y a donc deux mécanismes, pour résumer, par lesquels la dysbiose va agir sur le syndrome métabolique. On va avoir l'hyperperméabilité intestinale avec endotoxine et la modulation de la sécrétion d'hormones sous l'influence des acides gras à courte chaîne qui sont formés dans l'intestin, même quand la barrière est fonctionnelle. Alors, donc,
Il existe un moyen simple de rééquilibrer cette production d'acides gras à courte chaîne de manière favorable et de cicatriser la barrière intestinale, la muqueuse intestinale. Ce sont les prébiotiques, pardon. Donc les prébiotiques, ce sont les substrats des probiotiques, donc l'alimentation des bactéries, qui vont permettre la synthèse de ces acides gras à courte chaîne. Ils vont diminuer aussi notamment la gréline, c'est l'hormone de la faim qui va être produite par l'estomac, et ils vont augmenter, au contraire, les hormones anorexigènes qui sont synthétisées dans l'intestin, notamment le peptide YY, le GLP-1 et la leptine. Au niveau alimentaire, alors la solution la plus adaptée semble être le régime méditerranéen, qui est un mode alimentaire plutôt, parce que j'aime pas trop le terme de régime, un mode alimentaire riche en fruits, riche en légumes, en huile d'olive aussi et en poissons, notamment les poissons gras, et qui a un mode alimentaire assez faible en viande, sans aliments à index glycémique élevé et sans acides gras trans aussi. Donc, c'est vraiment une alimentation qui va permettre à nos bactéries intestinales de produire ces fameux acides gras et qui va aussi préserver le terrain des personnes qui pourraient s'orienter vers le syndrome métabolique. Et donc, ce que j'ai voulu en fait vous montrer via cette diapo, au final, c'est vraiment qu'on peut moduler l'insuline depuis l'intestin. Les prébiotiques, ils vont permettre de réajuster l'activité de l'insuline, de réguler la prise alimentaire aussi, en agissant donc directement sur les voies neuronales qui participent à la sensation de satiété. Ils réduisent l'agression qui va être due aux endotoxines et ils vont même réduire les endotoxines elles-mêmes. Ils diminuent aussi l'inflammation, notamment en augmentant la synthèse de butyrate et puis les lipides plasmatiques, puisqu'on va avoir moins de triglycérides. Donc, ça paraît une des solutions miracles. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que l'équilibre ou le déséquilibre intestinal va avoir des répercussions sur notre humeur, sur nos comportements et puis sur nos manières de gérer le stress. Et 80% des informations qui circulent dans cette grande autoroute entre l'intestin et le cerveau, 80% de ces informations proviennent de l'intestin vers le cerveau et 20% seulement proviennent du cerveau pour aller vers l'intestin. Ah oui, un petit mot aussi sur l'intégrité des entérocytes, puisqu'en fait, des travaux assez récents montrent qu'il n'y a pas que le microbiote, mais aussi la perte de trophicité de l'entérocyte qui peut être en cause. Donc, les cellules intestinales, elles doivent vraiment être intègres. Toute altération des entérocytes peut conduire, par des mécanismes autonomes, à des signaux inflammatoires ou à une perte de la sensibilité à l'insuline à distance. Alors, un petit mot sur le stress aussi, qui est un gros chapitre dans le syndrome métabolique, sachant que le stress, il n'est pas seulement psycho-émotionnel, il peut aussi être physiologique quand on soumet notre corps à des choses qui ne sont pas adaptées pour lui. Ça peut même être lié à l'alimentation aussi. Donc, sans revenir sur la physiologie du stress à proprement parler, on va avoir principalement 2 réserves énergétiques qui vont être sollicitées face à un stress, d'autant plus d'ailleurs s'il est chronique. On va avoir le système nerveux autonome d'un côté et puis on aura aussi le système glandulaire. Donc, le système nerveux autonome, dans le cas du stress, il va être hyper activé. En tout cas, ça va être le système orthosympathique qui va être hyper activé et qui va favoriser la résistance à l'insuline. C'est aussi ce qui va expliquer ce lien intime entre le stress, le syndrome métabolique et l'hypertension artérielle. Mais ce n'est pas tout, puisqu'on sait maintenant que le nerf vague constitue aussi un lien direct entre le microbiote intestinal et le cerveau. Donc, ça agit aussi évidemment à ce niveau. Et puis, on aura aussi donc, le système glandulaire avec l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien et notamment le cortisol en bout de chaîne qui va favoriser la résistance à l'insuline, entre autres choses. En cas de stress prolongé, l'organisme il va commander tout un processus, alors de la sympathicotonie au surrénal, puis à la synthèse du cortisol, et il va finir par stimuler la néoglucogénèse à partir de protéines qui sont stockées dans le foie. Donc, c'est une fonction qui est complètement archaïque, qui répond à des besoins ancestraux de se battre ou de fuir devant des dangers qui étaient sans doute plus fréquents que maintenant. Enfin, en tout cas, les dangers actuels ne sont pas forcément en lien avec la survie. J'imagine qu'à l'époque, ils n'avaient pas de frigo plein, ils n'avaient pas non plus de voiture ou de trottinette pour faire leur déplacement. Et du coup, pour se protéger, eh bien, le corps activait ce mode survie.
Et même si les dangers ont disparu ou bien ils se sont projetés sur ce patron contrariant ou dans les problèmes financiers ou familiaux, en tout cas, le corps, il a gardé ces mêmes réflexes archaïques, il a conservé ce mode de fonctionnement. Du coup, en cas de stress, les muscles vont disposer de ressources énergétiques grâce à cette néoglucogénèse. C'est pour ça que parfois, on entend des personnes: «Bah, quand je suis stressée, j'ai besoin de faire du sport, ça me fait du bien». Et là, on est dans quelque chose de naturel. Le corps a été prévu pour ça. Et quand il n'est pas utilisé, en revanche, eh bien, la glycémie du coup va augmenter et on peut devenir insulino-résistant et grossir sans pour autant manger plus. Et tout ça à cause du stress. Donc, si on dit à quelqu'un: «Ah bah oui, vous avez un syndrome métabolique, vous êtes en surpoids», bah, il va falloir perdre du poids. Il faut aussi savoir lui expliquer comment. Et je pense que c'est surtout un accompagnement à ce niveau-là, plutôt que de focaliser sur le poids, qui va être important. Et l'intensité du stress chronique, du coup, ça va vraiment être un facteur de précipitation du syndrome métabolique vers la maladie. Alors, dans des conditions physiologiques, hein, évidemment, le cortisol est très précieux, on en a besoin tous les jours pour se lever aussi. Et ce cortisol, il est contrôlé par une boucle de rétroaction qui va permettre d'éviter l'emballement. Mais dans un contexte déjà bien installé de surpoids, on va avoir aussi une inflammation métabolique au niveau du tissu adipeux. L'insuline euh, va agir du coup sur les macrophages qui sont séquestrés dans le tissu adipeux. Et ces macrophages vont libérer des quantités importantes de cytokines, les interleukines 6, le TNF-alpha notamment, qui vont participer à l'instauration des douleurs inflammatoires des gens en surpoids. Donc, ce n'est pas forcément le surpoids à proprement parler qui crée la douleur, même si ça peut ajouter une contrainte mécanique, mais en fait, c'est surtout le contexte d'inflammation métabolique qui va générer ces symptômes douloureux. On a donc la libération de messagers pro-inflammatoires qui vont venir contrarier le déroulement de la boucle de rétroaction, de sorte que dans ce contexte de stress chronique, on va avoir une hypercortisolémie qui va s'installer progressivement. Puis comme en physiologie, j'arrête pas de le répéter depuis le début, mais les états d'hyper précèdent toujours les états d'hypo, on va ensuite avoir un épuisement surrénalien avec une chute de cortisol et dans ce cas, c'est le burn-out. Donc, au-delà du cortisol dont on vient de parler, on a aussi le CRH, le cortisol releasing hormone, qui est directement libéré par l'hypothalamus. Donc, il va avoir un impact à plusieurs niveaux, notamment au niveau de l'intestin. À ce moment-là, on va avoir une altération de la perméabilité intestinale et cette hyperperméabilité intestinale va, comme on l'a vu, avoir des conséquences très importantes sur le fonctionnement du pancréas, sur le phénomène d'insulinorésistance. Je ne reviens pas dessus. Au niveau aussi de l'immunité, puisque on va avoir d'un côté des manifestations allergiques qui peuvent être liées à la sensibilisation des mastocytes et en plus, on va avoir une répression immunitaire qui va être liée au cortisol et une réaction inflammatoire qui va perdurer, qui va s'installer dans le temps et qui va contribuer aussi à un effondrement de la sérotonine. Et enfin, au niveau du système nerveux, eh bien, on va avoir cet effondrement de la sérotonine, un dysfonctionnement également du système nerveux végétatif, avec même parfois la survenue de malaise. Et ce sont les mêmes processus qui sont en lien dans la majorité des maladies auto-immunes. Alors, c'est important qu'on fasse ce point sur la sérotonine parce qu'elle a une action absolument essentielle et on sait aussi qu'elle participe à une meilleure gestion du stress. Donc, si on agit sur le stress, on va forcément parler sérotonine. La sérotonine, elle est synthétisée à partir du tryptophane. Le tryptophane, c'est un acide aminé dont d'ailleurs la disponibilité dans notre alimentation est souvent un facteur limitant. Et quand il y a une perturbation chronique des fonctions digestives ou un état inflammatoire, on aura une moindre assimilation du tryptophane qui est donc le précurseur de la sérotonine, mais on aura aussi une moindre assimilation du fer, qui est pourtant le cofacteur de l'enzyme la plus importante dans la synthèse de la sérotonine, et on aura en plus une mauvaise assimilation des acides gras polyinsaturés, qui vont quant à eux assurer une bonne fluidité membranaire, et puis notamment une activité optimale au niveau de la synapse.
Par ailleurs, en cas de constipation chronique, on va avoir un fragment du tryptophane qui va être transformé en une molécule non assimilable qui s'appelle l'indican. Alors, je ne l'ai pas écrit, ça s'écrit INDICAN. Et donc, sa présence dans les urines indique aussi justement la présence d'une insuffisance hépatique, voire d'une fermentation intestinale importante. L'exposition aux xénobiotiques, alors au niveau du foie, les processus de détoxification, je vous renvoie encore une fois au webinaire de Daniel Boussard, et donc notamment des xénobiotiques, nécessitent la présence de cofacteurs et notamment la vitamine B3. Mais quand elle fait défaut, ou bien quand il y a trop de xénobiotiques, le corps va devoir en fabriquer et pour ça, il a besoin du tryptophane. Donc en fait, il va dériver le tryptophane pour le transformer en vitamine B3. C'est une réaction qui est hyper coûteuse pour l'organisme, mais ça lui permet de se protéger et du coup, en détournant le tryptophane au profit de la B3. En sacrifiant finalement la voie de la sérotonine pour la voie de la détoxication. Et puis, alors l'inflammation chronique aussi, surtout, qui va induire des voies enzymatiques habituellement silencieuses, notamment la voie des idéaux. Et donc, les idéaux, ce sont des enzymes qui vont détourner le tryptophane de la voie de la sérotonine au profit de celle des kynurénines. Alors, vous avez ici les causes qui stimulent l'expression de l'idéo, qui est d'ailleurs aussi produite en cas d'alimentation hypercalorique. Voilà. Et donc, pour aller un peu plus loin concernant la déviation du tryptophane dans l'état inflammatoire, on va avoir le même schéma qui va se produire au niveau central avec les acteurs de l'inflammation qui vont favoriser l'action des gènes qui codent pour les enzymes idéaux. Donc, on aura moins de tryptophane à se transformer en sérotonine et on aura plus de dérivés comme l'acide kynurénique ou l'acide quinolénique. Alors, évidemment, la baisse de sérotonine va avoir des conséquences sur l'humeur, avec un risque de déprime, voire même de dépression, et d'ailleurs très souvent de compensation alimentaire qui sont liés à ces états d'âme, on pourrait dire. Et en plus, les acides kynuréniques et quinoléniques vont se fixer sur des récepteurs, sont des récepteurs donc récepteurs NMDA, et la sollicitation de ces récepteurs participe à l'apparition de troubles cognitifs ou de troubles de l'humeur. Donc, on va avoir une démotivation, on peut avoir aussi une déprime, voire une dépression chez des personnes qui sont en surpoids et qui doivent maigrir. Je mets doivent entre guillemets parce que c'est une injonction qui peut être proposée par certains, mais qui ne regarde que, voilà, en tout cas, on est toujours dans cet accompagnement bienveillant, évidemment. Et donc, si on n'enraye pas ce cercle vicieux et qu'on dit à la personne bah, « contente-toi de maigrir, tu verras, ça ira mieux bah, », finalement, on va vraiment pouvoir se retrouver avec des situations qui vont se perpétuer, qui vont s'aggraver. Et au niveau estime de soi, au niveau stress, je pense qu'on n'y est pas. Donc, voilà, pour moi, c'est important de le prendre en compte. Donc, pour conclure sur cette partie théorie, physiologie, quand on a un contexte digestif immuno-inflammatoire qui va être défavorable, on a réuni toutes les conditions pour que notre synthèse de sérotonine chute et on va se retrouver dans un contexte propice à une plus grande vulnérabilité au stress. Le stress, de son côté, il va augmenter l'hyperperméabilité intestinale, il va accentuer aussi les états inflammatoires et contribuer à des perturbations de l'insuline qui va favoriser à terme le développement des pathologies qui sont liées au syndrome métabolique. C'est pour cette raison qu'il est absolument fondamental de prendre ces axes-là en compte, d'autant plus quand on a une vision holistique de l'installation des troubles. Maintenant qu'on a bien ça en tête, j'espère, on va voir comment on peut organiser nos cures pour accompagner les personnes qui ont un syndrome métabolique. Donc, on retrouve notre syndrome métabolique systémique, du coup, forcément, puisqu'on touche au métabolisme, avec ses causes et ses facteurs favorisants qu'il faudra garder en tête. Donc, au niveau environnemental, le stress, l'alimentation. On va pouvoir demander dans notre anamnèse, est-ce qu'il y a du sucre, des acides gras saturés, des acides gras trans? Est-ce qu'au contraire, il y a aussi un apport d'oméga 3? Qu'en est-il du manque de sommeil? Au niveau de la sédentarité, de l'activité physique, comment ça se passe? Tout ça, ça va être des informations très importantes pour nous. Au niveau physiologique, on pourra orienter aussi notre anamnèse autour des bilans
glycémique et lipidique avec la lipotoxicité, l'insulinorésistance, est-ce qu'il y a du cholestérol, du diabète? Au niveau familial aussi, on peut se renseigner évidemment. Est-ce qu'il y a un surpoids? Est-ce qu'il y a de l'inflammation aussi? Est-ce qu'on est en face d'une femme, d'un homme de plus de 40, 50, 60 ans? Voilà, tout ça, ça va être important aussi à prendre en compte. Par rapport aux émonctoires, évidemment, on va s'intéresser aux émonctoires. On va rechercher une éventuelle constipation, vous vous souvenez, qui va être importante pour tout ce qui est endotoxémie, pour tout ce qui est transformation du tryptophane en indiquant aussi. Est-ce qu'il y a des gaz? Est-ce qu'ils sont plutôt bruyants? Est-ce qu'ils sont plutôt odorants? Alors, c'est toujours la partie glamour de la consultation, mais ça nous donne vraiment des indications fondamentales sur le fonctionnement de l'intestin. Est-ce qu'il y a une dysbiose ou pas? On va pouvoir poser des questions qui mettent en avant un éventuel dysfonctionnement au niveau du foie. Est-ce qu'il y a une candidose? Parce que s'il y a une candidose, il va aussi y avoir cet attrait irrépressible pour le sucre. Et la candidose, elle va elle-même générer aussi une inflammation systémique de bas grade. S'il y a surpoids aussi, on peut également poser des questions sur l'historique du poids. On va essayer de comprendre d'où il vient. Est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est personnel? Si la graisse est sous-cutanée et qu'on est face à un type gynoïde, les risques ne seront pas les mêmes. Dans ce cas, on sera plus vigilant sur le côté hormonal, voire développement des cancers hormonodépendants, etc. Mais si la graisse est plutôt viscérale autour de l'abdomen, eh bien là, on est déjà dans un des signes du syndrome métabolique. On va aussi regarder les carences, parce qu'on peut avoir un surpoids lié à des carences qui peuvent se manifester par un dysfonctionnement de la thyroïde. Et là, je vous renverrai vers une autre conférence concernant la thyroïde. On peut aussi s'aider du DNS. C'est un questionnaire dopamine, noradrénaline, sérotonine qui vous permet d'aborder avec vos consultants les points principaux qui sont exprimés par ces neurotransmetteurs. Donc, ça permet de voir à quel niveau il y a des équilibres. Donc, vous voyez vraiment en fait que tout est intimement lié et on va vraiment avoir besoin de ces informations pour agir de manière personnalisée et pour bien agir. Donc, ce que je vais vous proposer maintenant, ce sont des pistes et ce sont des pistes que vous pouvez vous approprier si ça vous parle, si ça vous parle à vos consultants, si ça parle à vos consultants aussi. Et puis, voilà, essayer d'investiguer toujours et de rechercher la cause pour toujours avoir cette approche individualisée et personnalisée. Donc, si on peut reprendre aussi nos cures naturopathiques. Alors, par rapport au stress, évidemment, on peut penser à tout ce qui est lié à la relaxation. Ça peut être de la méditation guidée ou non, de la cohérence cardiaque. Réapprenez à vos consultants à respirer quand vous leur demandez, mais 4 fois sur 5, ce sont des personnes qui respirent avec le thorax et du coup qui accumulent le stress aussi. Donc la respiration, ça va être un conseil fondamental et tellement simple à appliquer pour gérer justement le stress, pour favoriser le sommeil également. Et là, on a aussi pas mal d'outils en naturopathie par rapport à ça. On pourra penser en cas de stress chronique au magnésium, à la rhodiole dont je vais parler aussi tout à l'heure. Au niveau digestif, on va mettre en place des conseils pour relancer le transit. Pensez aussi toujours à la mastication. Alors, respiration, mastication, ce sont des conseils qui reviennent systématiquement à l'apport de fibres. Pourquoi pas proposer un jeûne intermittent pour justement mettre au repos les organes digestifs. On va aussi dans nos cures intégrer des cures de détoxification. Ça peut être 1 fois par an, 2 fois par an, en fonction des personnes, en fonction de leur vitalité. On peut utiliser des symbiotiques, on en reparlera aussi tout à l'heure. Au niveau de l'alimentation, alors évidemment, on va favoriser l'alimentation hypotoxique de type seignalais, par exemple, le mode alimentaire méditerranéen qui est extraordinaire pour le syndrome métabolique. Donc, on peut faire aussi, sous nos latitudes, c'est plus facile parfois de faire le régime seignalais automne-hiver et l'alimentation méditerranéenne printemps-été. Voilà, vous pouvez aussi jongler. La chrononutrition qui est extraordinaire parce que ça permet aussi d'accompagner nos profils sanguinopléthoriques bons vivants dans quelque chose qui peut tout à fait leur correspondre. C'est-à-dire, c'est un mode alimentaire où il y a moins de privation, mais où on va suivre le cycle naturel du corps et notamment de ses hormones, même le cycle de l'insuline. Et donc, on peut manger sans trop se restreindre, mais il faut manger au bon moment. Voilà, c'est surtout ça. On pourra développer un petit peu tout à l'heure si ça vous intéresse. Et puis, faire attention aussi aux index glycémiques qu'on privilégiera bas et modérés. On va éviter tout ce qui est lié aux index glycémiques élevés.
L'apport d'antioxydants qui va être hyper important, même justement pour les phénomènes de détoxication aussi et puis pour tamponner tout ce stress oxydatif qui va être lié au syndrome métabolique. La remise en mouvement, ça c'est pareil, ça sera toujours adapté en fonction de vos consultants. Est-ce qu'ils marchent déjà ou pas? On essaye toujours de gratter un petit peu plus, en tout cas quand c'est justifié. Et puis, on pourra ensuite aller vers notre cure de stabilisation où là, selon les profils, on aura besoin peut-être de poursuivre sur quelques mois des conseils ou bien la prise de compléments alimentaires. Et là, voilà, ce sera toujours aussi à voir en fonction de chacun. Donc, ce que je vous propose pour agir sur l'axe du stress, alors je vais vous présenter une plante que j'aime beaucoup, vraiment, c'est la rhodiole. Je sais que je ne suis pas la seule à l'aimer. Et c'est une plante qui est tellement, efficace en plus et puis qui agit, qui est tellement, comment dire? Large d'action au niveau du stress parce qu'elle vient vraiment réguler les neurotransmetteurs qui nous intéressent ici. Donc on va avoir l'adrénaline, la noradrénaline, la sérotonine, le cortisol, le GABA, j'en oublie, la dopamine aussi, j'en oublie sans doute d'autres, mais elle est vraiment régulatrice, de ces neurotransmetteurs. Elle est puissante pour ça. Elle a une forte action anxiolytique, une forte action antidépressive, elle est neuroprotectrice aussi et elle va permettre de restaurer les potentiels physiques et psychologiques affectés par le stress. Donc ça veut dire que si on est déjà en pleine forme et qu'on n'a pas de stress, c'est pas parce qu'on prend une plante adaptogène qu'on va être encore mieux. Les plantes adaptogènes, elles viennent vraiment rétablir ce qui a été grignoté par le stress. On retrouve notre plein potentiel et toutes nos compétences, toutes nos capacités. La rhodiole, elle est intéressante aussi parce qu'elle va améliorer l'adaptation à l'effort. Et du coup, c'est bien pour nous puisque si on conseille à la personne de se remettre à l'activité physique, ça va aussi faire un soutien à ce niveau-là. C'est une plante qui inhibe les comportements addictifs, qui va aussi abolir les comportements liés à l'hyperphagie. Donc, on pourra y penser pour tout ce qui est compulsion alimentaire, par exemple. Et en plus, elle est cardioprotectrice, notamment au niveau des arythmies ou du déséquilibre aussi de la force contractile quand c'est induit par le stress. Elle a des effets hépatoprotecteurs. Ça se manifeste aussi par la normalisation de l'activité des azates et des alates, de la phosphatase alcaline, de la bilirubine. Elle va favoriser les défenses immunitaires et on pourra vraiment y penser pour ces personnes qui ont donc un syndrome métabolique avec un axe stress très important. Dans le Cap Sérénité G+, la rhodiole, elle est aussi accompagnée de magnésium sous forme bisglycinate et sous forme citrate, avec des acides aminés aussi précurseurs des neurotransmetteurs comme le tryptophane pour la sérotonine, comme la glycine par exemple pour le GABA. Vous avez aussi du lactium qui est connu pour son effet relaxant et qui améliore aussi les paramètres en lien avec la santé digestive et la santé cardiovasculaire. Donc, évidemment, ces plantes-là, elles n'ont de sens que si on les inclut dans un accompagnement global qui vise à diminuer l'exposition au stress, à mieux la gérer. Mais c'est vrai que c'est un excellent outil. Alors, le Myriaflore, alors, c'est un symbiotique, c'est un produit que j'adore vraiment parce qu'il s'adapte à tout type de terrain. Vous verrez, essayez-le, il est incroyable. Il s'adapte à tout type de terrain parce qu'en fait, vous avez dedans des probiotiques et des facteurs qui permettent de revitaliser la flore, ça profite de l'hôte. Donc, en fait, on est vraiment justement dans cette démarche individualisée pour toutes les personnes qui en ont besoin, en tout cas au niveau, dès qu'il y a des désordres digestifs, dès qu'il y a aussi une insulinorésistance, parce que ça vient vraiment travailler à ce niveau-là. On a des fibres du collagène pour réparer la muqueuse, du colostrum pour protéger la muqueuse, il y a de la glutamine également. Alors le collagène, il est dans la forme en stick, il n'est pas dans la forme en gélule. La forme en gélule, on va la privilégier plutôt pour les personnes qui ont un SIBO ou qui ont ce qu'on appelle des intolérances aux probiotiques. Au final, ça veut dire qu'on peut quand même leur proposer celui-ci parce que la libération est assurée au niveau du côlon. Donc on est tranquille et on peut vraiment avoir cette efficacité de symbiotique, soit avec la forme en gélule ou la forme en stick, même si la forme en stick est beaucoup plus intéressante pour tout ce qui est réparation intestinale et pour tout ce qui est hyperperméabilité intestinale. Vous avez vraiment tous les éléments nécessaires en fait à ce système-là, microbiote, mucus, barrière intestinale, et du coup qui va se répercuter sur l'ensemble de l'organisme.
On a voilà, les éléments, donc vous voyez de toute façon la liste, hein, mais pour préserver la trophicité des cellules, leur bon fonctionnement aussi, pour diminuer l'inflammation au niveau intestinal. Voilà, il y a vraiment de très bons retours terrain à ce niveau-là. Et même sur l'axe intestin-cerveau, où j'ai été aussi agréablement surprise par rapport à ça, avec des régulations des troubles de l'humeur, et notamment dans les traitements post-antibiothérapie qui affectent justement cette synthèse de sérotonine au niveau intestinal. Ça permet vraiment de réguler l'humeur également. Agir sur le foie. Alors attention, je fais un gros triangle rouge, jaune, coloriez-le comme vous voulez, mais coloriez-le bien fort en fluo, parce que je vous parle d'un produit qui n'est pas encore sorti. Donc n'appelez pas tout de suite voilà, pour le tester tout de suite. On l'attend avec impatience, mais il n'est pas encore sorti. Mais c'était impossible pour moi de ne pas en parler, et je vais vous expliquer pourquoi, vous allez vite comprendre. Comme ça, voilà, pour ceux qui verront le webinaire en replay, peut-être qu'à ce moment-là, on l'aura enfin. Mais c'est vrai qu'il est très bien pensé aussi pour tout ce qui est syndrome métabolique. Déjà, on va avoir une synergie, donc il est orienté détox, on va avoir une synergie avec plusieurs plantes, notamment l'artichaut, par exemple, qui est une plante hyper intéressante dans le syndrome métabolique, puisqu'elle va intervenir sur la constipation, sur la détoxification hépatique, sur la protection hépatique aussi, mais également sur la régulation lipidique, puisqu'elle est hypocholestérolémiante et elle va diminuer la concentration sanguine d'acides gras. Elle agit sur le poids, sur l'hypertension artérielle, notamment dans le cadre du syndrome métabolique, justement. Le romarin, alors c'est une plante qu'on voit pas souvent et pourtant qui est extraordinaire. C'est une super plante en cas de NASH, en cas de stéatose hépatique et en cas d'hépatite aussi d'ailleurs. Donc c'est une grande protectrice du foie qui va aussi agir sur les troubles fonctionnels intestinaux avec constipation. On a du schizandra également. Alors, oui, le chardon-marie, alors c'est aussi une plante que j'adore, qui a vraiment sa place dans l'accompagnement du syndrome métabolique. C'est déjà une grande protectrice du foie. Bon, ça, on le sait. Elle a plusieurs actions, plusieurs mécanismes d'action liés à la détox, liée à la protection hépatique. Et puis, il y a même des études d'ailleurs qui ont montré qu'elle diminue les lésions dues à la NASH et elle diminue aussi l'inflammation et la destruction des cellules hépatiques. Donc vraiment, en protection du foie, elle est extraordinaire. Et puis, comme elle permet l'évacuation de la bile, elle est utile aussi dans les cas de constipation. Elle agit en plus de ça directement sur la sécrétion d'insuline et c'est aussi pour ça qu'elle nous intéresse tant dans le syndrome métabolique, puisqu'elle va la normaliser. Et elle agit également sur la résistance à l'insuline. Donc, on va avoir une action sur la sécrétion et sur la sensibilité à l'insuline. La présence de son principe actif, donc la silibine, diminue l'insulinorésistance au niveau musculaire. Et là, c'est pareil, ça a été étudié, c'est prouvé, entre guillemets. Elle réduit également l'hémoglobine glyquée, donc tous les phénomènes de glycation, la glycémie à jeun, le cholestérol total, le LDL cholestérol, les triglycérides, les azates, les alates. Elle réduit également la SERP ultrasensible. Donc tout ça, voilà, on peut trouver des informations aussi dessus. Elle améliore le statut en antioxydants dans le sang. Elle a même une action anti-inflammatoire, puisqu'elle va moduler notamment l'interleukine 6 et le TNF-alpha, et elle protège les cellules bêta du pancréas, donc qui fabriquent l'insuline. Le schizandra, il agit directement sur le syndrome métabolique dans la modulation du métabolisme des sucres et aussi sur le diabète de type 2. Donc, c'est une plante qui a un effet hypoglycémiant, qui va améliorer le métabolisme des lipides en ramenant en fait les taux de triglycérides et de cholestérol proches des niveaux normaux. C'est une plante qui améliore elle aussi le fonctionnement des cellules bêta du pancréas, notamment grâce à des enzymes antioxydantes. Il me semble que c'est le mécanisme. Elle a aussi des propriétés anti-obésité, puisqu'elle va inhiber la différenciation des préadipocytes en adipocytes. On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais du coup, ces adipocytes qui vont aussi générer le terrain inflammatoire, etc. La schizandra, en plus d'être adaptogène, est une plante protectrice du foie qui réduit aussi les alates. Elle a même des effets qui ont été montrés sur la NASH, notamment en réduisant la fibrose hépatique et les triglycérides au niveau du foie. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Oui, alors sur l'aspect adaptogène, où elle va favoriser les voies de la sérotonine et les voies du GABA notamment. Donc,
qui assure vraiment un mieux-être. On a du pissenlit aussi qui va avoir une action à la fois sur le foie, sur le rein et une action prébiotique également. Donc, on a vu aussi l'importance de ces prébiotiques. Puis, vous trouvez tous les antioxydants, une liste très longue d'antioxydants justement qui vont permettre de bien orienter la détoxification hépatique et de protéger le foie et l'organisme. Au niveau de la cure de stabilisation, par exemple, on peut aussi, ou même avant, hein, après ça dépend comment vous orientez vos cures évidemment, on va pouvoir, chercher vraiment à maintenir ces résultats obtenus et dans le cas où justement les symptômes ont déjà j'ai dit les résultats, oui, non, on va chercher à maintenir les résultats obtenus et donc dans le cas où les symptômes sont déjà, exprimés ou si le syndrome métabolique est bien ancré, on va pouvoir les utiliser aussi sur le long terme, tout en respectant évidemment les règles d'hygiène de vie qu'on a mis en place. On va avoir l'huile de krill. Alors, l'huile de krill, c'est une huile qui est toute fonction. C'est vrai que j'ai même tendance à la conseiller maintenant pour réélever les taux d'oméga 3 parce que même si c'est une huile qui est oméga 3, oméga 6, oméga 9, on la présente parfois en disant oui, il n'y a pas assez d'oméga 3, etc. Mais en fait, justement, des études récentes ont montré que certes, elle est moins, les taux d'oméga 3 sont moins élevés, mais ils sont beaucoup mieux assimilés par le corps et ils permettent même d'améliorer justement le statut en acide gras de la personne beaucoup plus qu'une huile juste oméga 3. Donc, elle est vraiment intéressante pour ça. Et elle est très intéressante. Ce sont vraiment en fait les personnes, les sujets cardiaques, avec des troubles cardio-métaboliques, les diabétiques, etc., ou même les personnes en surpoids qui ont le plus de bénéfices à prendre ces huiles de krill. L'huile de krill, en plus, c'est un super antithrombotique qui présente vraiment ce très bon rapport entre tous les omégas et qui va avoir cette action anti-inflammatoire, qui favorise aussi la diminution de la CRP, alors c'est autour de 30% environ, qui diminue les douleurs inflammatoires, elle favorise la protection du cœur, du cerveau, elle améliore le bilan lipidique, elle est riche en antioxydants puisqu'elle est riche en astaxanthine, et donc ça va permettre de diminuer les dommages oxydatifs liés à l'ADN, et en même temps que ça protège aussi l'huile de l'oxydation. Elle permet de réguler les taux de cholestérol, je ne sais plus si je l'ai déjà dit, mais c'est important de le savoir, et de triglycérides aussi également. Elle va favoriser l'activité de certaines enzymes au niveau de la détox hépatique, justement notamment grâce à sa richesse en antioxydants. Et puis, on est aussi sur l'aspect beauté finalement, puisque, enfin beauté, comme on dit, hein, la beauté intérieure se reflète à l'extérieur en naturopathie. Elle agit également sur la santé des fanères et de la peau, qui peut être vraiment mise à mal aussi avec toute cette glycation, puisque la glycation touche aussi le collagène et donc le système cutané. Alors c'est pareil, le cholécardile, bon, un super produit encore, à chaque fois je m'emballe, mais parce que je suis très enthousiaste vraiment. Dans le cholécardile, on va retrouver de l'olivier qui est la plante du cœur avec une très forte teneur en flavonoïdes qui va permettre justement de redilater les vaisseaux sanguins, de les assouplir, de prévenir aussi les arythmies et les palpitations. Elle est également hypoglycémiante en cas notamment de prédiabète et de diabète. Et puis, elle va avoir aussi des actions anti-inflammatoires et antioxydantes, à savoir aussi qu'on l'utilise même justement dans les diabètes de type 3, c'est-à-dire dans la maladie d'Alzheimer, puisqu'elle a un côté neuroprotecteur qui a aussi été démontré. Et puis aussi, on va retrouver de nombreux antioxydants qui vont permettre justement de prévenir l'oxydation du LDL cholestérol, des acides aminés comme la citrulline par exemple, qui vont permettre de relâcher les vaisseaux sanguins, de tonifier le cœur. Il y a de l'ail noir également qui va agir sur l'élasticité vasculaire, sur la microcirculation, sur le stress oxydatif, sur les dommages qui peuvent être liés à l'hyperglycémie. Si vous voulez spécifiquement protéger de la glycation, on peut aussi penser à ce produit qui contient de la carnosine et du silicium. Parce qu'en fait, la carnosine va agir avec des groupements carbonyles, des protéines qui ont été oxydées ou glycosylées. Donc, il a un grand rôle d'antioxydant et puis il va pouvoir aussi piéger justement des espèces réactives oxygénées et protéger contre le stress oxydatif, la glycation et la lipotoxicité et l'oxydation des lipides.
Donc voilà, en gros, pour la glycation. Ah, le collagène aussi. Alors, c'est vrai que le collagène, il va être hyper important pour tout ce qui est restructuration des tissus. Alors, je vous rappelle que le collagène, c'est la première protéine de notre organisme qui va du coup beaucoup souffrir du vieillissement lié au syndrome métabolique, à la glycation aussi. Et plus le collagène diminue, plus on va avoir des manifestations corporelles liées au vieillissement. Donc, évidemment, ça peut être les rides, la fragilité de la peau, mais ça va être aussi la fragilité des articulations, des os, des vaisseaux sanguins. Et dans le cas du syndrome métabolique, eh bien, on aura grand intérêt justement à utiliser le collagène pour soutenir, pour réparer les tissus, que ce soit les tissus intestinaux, vasculaires, etc. Et donc, par rapport au système cardiovasculaire, on va avoir ces phénomènes d'oxydation et d'inflammation silencieuse qui vont entraîner aussi ce vieillissement et puis à terme, l'obstruction des artères. Ce n'est pas le cholestérol qui circule qui est en cause, c'est vraiment l'inflammation de la paroi des vaisseaux sanguins qui va provoquer justement des désordres cardiovasculaires. Donc, c'est vraiment indispensable de prévenir cette inflammation et d'apporter aussi des éléments qui vont favoriser la réparation de ces micro-lésions qui vont se produire donc dans les vaisseaux et qui sont hautement impliqués dans la survenue des accidents circulatoires. Donc, c'est vrai qu'en tant que naturopathe, j'ai beaucoup tendance à conseiller le bouillon d'os, qui n'est pas forcément accepté par tout le monde. Et dans ce cas, on peut vraiment penser à ce collagène qui est, encore une fois, très bien pensé avec tous les cofacteurs nécessaires à son assimilation au niveau intestinal jusqu'au niveau des tissus. Donc voilà, ça permet vraiment de redonner aussi la souplesse aux tissus et aux tissus cardiovasculaires aussi. Alors, en conclusion, une petite conclusion rapide, je crois que ouais, faut que je me dépêche. Donc, le syndrome métabolique, j'espère vraiment que vous avez pu aussi comprendre un petit peu plus en détail tout ce réseau, en fait, au niveau du métabolisme du corps, pour vraiment avoir cette approche globale et causaliste des personnes que vous suivez. Et finalement, le syndrome métabolique, en fait, ce n'est que le reflet du fait que l'homme s'est éloigné de sa nature. Et dans les sociétés industrialisées, on va avoir cette abondance de sucre, cette abondance de produits transformés, du stress chronique, on va avoir un appauvrissement du microbiote aussi qu'on voit de plus en plus au fil des générations, et qui finalement sont les causes des maladies de civilisation qui sont formées par le lit du syndrome métabolique. Et vous avez ici un excellent livre, L'hygiène vitale pour votre santé, qui pourra aussi vous apporter les clés de l'hygiène vitale, qui explique également comment les troubles chroniques s'installent et comment restaurer la vitalité. Donc, vous pouvez même le conseiller avantageusement à vos consultants si néanmoins ils apprécient la lecture. Et donc, je vous ai mis en parallèle en fait les quatre piliers ou les quatre étapes qui permettent aussi notre accompagnement du syndrome métabolique. Et j'ai fini. J'espère que ça a été... Merci beaucoup, c'était super, mais non, c'était très très bien et on n'a pas vu le temps passer. Moi non plus. Super. Oh là là, il est déjà cette heure-là. Tout va bien, tout va bien. Écoute, c'était très très intéressant. Merci beaucoup à toi. C'est comme d'habitude, voilà, c'était très complet, très intéressant et il y a effectivement beaucoup de choses à dire sur ce sujet et on pourra encore en dire. Alors, on a déjà quelques questions. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc, c'est le moment. On va y répondre. On va essayer de ne pas prendre trop de temps. Et si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, eh bien, on y répondra dans un second temps. Alors, donc, j'ai d'abord Marion qui nous parle de la rhodiole. Qui nous dit, il me semble que c'est une plante adaptogène stimulante. Alors oui, en effet, elle est plutôt dopaminergique, donc elle a plutôt tendance à amener à l'action, au mouvement, à l'envie, à la motivation. Et elle nous met, en ce sens, est-elle contre-indiquée pour les personnes ayant une maladie auto-immune? Alors, en règle générale, on évite l'application de plantes adaptogènes avec des personnes qui ont une maladie auto-immune, en règle générale. Après, il faut aussi aller voir justement quel type de lymphocytes ça vient, enfin quel type de cytokines ça vient stimuler. Il y a des études aussi à ce sujet. On peut parfois appliquer au cas par cas, mais la rhodiole, on va éviter en ce sens. En tout cas, c'est un principe de précaution aussi. Elle a d'autres contre-indications aussi, la rhodiole, ça peut être intéressant d'en parler. Pour les personnes bipolaires, sous traitement,
enfin, les personnes bipolaires ou sous traitement antidépresseur ou les personnes qui vont avoir des tendances maniaques parce que ça peut exacerber aussi tout ça. Et il faut savoir que la rhodiole, donc c'est une plante effectivement qui est dopaminergique, qui va aussi agir sur les voies de frein, hein, comme le GABA et la sérotonine. Mais pour son aspect dopaminergique, on la prend plutôt le matin et ou le midi, mais pas après parce que sinon vous risquez de renforcer les troubles du sommeil. C'est ça, tout à fait. Merci pour cette précision. Alors, c'est vrai qu'au niveau réglementaire, il n'y a pas de contre-indication à la rhodiole, mais voilà, en étant sur le terrain, en tant que naturopathe, médecin, on a des retours effectivement sur la rhodiole, donc on va plutôt la c'est une plante qui est excellente, mais on la proposera plutôt en début de journée et effectivement, on évitera pour les personnes psychomaniaques parce que ça peut exacerber le côté, maniaque. Parce que voilà, on veut bien faire et donc ça on peut avoir tendance à exacerber ça. Alors, Marion également qui nous demande, alors je termine celle-ci, voilà. Le collagène peut-il être efficace dans les cas d'hyperperméabilité pour cicatriser la muqueuse, par exemple pour les terrains cancéreux qui ne peuvent pas prendre de glutamine? Donc, bon, je peux y répondre, mais je te laisse répondre. Ce sera peut-être plus Bah, je te complet. sens motivée, Elodie. Enfin, Oui, oui, bah, effectivement, je on parle pourra se beaucoup du compléter. collagène pour ça. Oui, on va se compléter toutes les 2. Oui, effectivement, le collagène, on l'utilise, au laboratoire Lorica très souvent pour les perméabilités intestinales. Ça va permettre la régénération de l'épithélium. La glutamine également, est importante, hein, comme la glycine, comme les minéraux, comme d'autres nutriments, comme les oméga 3, comme le zinc. Il y a beaucoup de nutriments qui sont importants dans la régénération de la muqueuse, mais le collagène est très important également. Donc effectivement, la glutamine va favoriser la régénération, cellulaire, donc on va l'éviter dans les cas de cancer, principalement, de cancer du côlon ou de cancer digestif. Mais le collagène peut être tout à fait adapté, sachant qu'on l'associe très souvent, au myriaflore. Il y a déjà du collagène dans le myriaflore, mais parfois il y a besoin d'une quantité plus importante et donc on rajoutera le collagène de SH pour régénérer la muqueuse. Voilà, si tu as des choses à rajouter Maëva? Bah, c'est parfait, Elodie. Voilà, très bien. Alors donc, Malika nous demande: «Je n'ai pas vu, le collagène pour quel type? 1, 2, 3 et cetera?» Alors il n'y a pas de il faut savoir que l'on apporte du collagène qui est hydrolysé. Donc l'hydrolyse va découper le collagène en peptides, ce sont des décapeptides et des tripeptides de collagène et donc ça va être la matrice du collagène et donc la matrice va permettre ensuite à notre organisme de recréer n'importe quel type de collagène en fonction de ses besoins. Donc ça peut être, le type 1, si l'organisme a besoin plutôt au niveau des os, au niveau des tendons et cetera. Le type 2, c'est plutôt pour le cartilage. Le type 3 pour tout ce qui va être poumon, le foie, les artères. Le type 4 pour les reins également, il me semble et tous les organes, enfin les autres organes internes et le type 5 pour les cheveux, les cellules également du placenta. Donc voilà, l'organisme va pouvoir recréer n'importe quel type de collagène. Au départ, c'est du type 1, c'est de la peau de poisson, mais l'hydrolyse va permettre donc de le découper en peptides et donc d'agir dans tous les systèmes de l'organisme finalement. Voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter par rapport à cette question? Non, tout est C'est parfait bon, là aussi. ok, J'en très bien. profite pour récupérer ma voix. Vas-y, c'est très bien, c'est très bien. Ok, alors, Béatrice qui nous dit magnifique présentation, ça c'est vrai. Merci Merci, Maëva. Béatrice. Que faire lorsque les médecins refusent de faire pratiquer, alors attention, il y a beaucoup de médecins parmi nous aujourd'hui, hein, on ne critique pas du tout les médecins, de faire pratiquer certains examens sanguins, surtout si son naturopathe les lui a conseillés, lorsque les médecins refusent de faire pratiquer des examens sanguins. Oui, alors ça, c'est vrai qu'on peut être confronté. Alors, on peut avoir des médecins qui apprécient aussi de travailler avec des naturopathes, des médecins qui sont très portés examen, d'autres qui ne trouvent pas ça justifié du tout. Donc, on peut avoir un panel très large, c'est comme partout, chacun est unique. Donc, voilà, on va avoir un panel très large. Donc, comment faire? Alors, si la personne est vraiment... En fait, ça va dépendre aussi de la personne. Est-ce que le relationnel avec son médecin est bon ou pas? Ça, c'est la base. Est-ce que ce médecin lui convient ou pas? Est-ce que c'est une personne qui la suit depuis longtemps ou pas? Est-ce que voilà, elle a pris rendez-vous comme ça et puis finalement elle n'a pas accroché et puis elle se dit bah, en plus je peux pas avoir. Voilà, à ce moment-là, peut-être s'orienter vers quelqu'un d'autre, pourquoi pas? Nous, de toute façon, l'idée aussi, c'est de savoir rester à notre place. C'est-à-dire qu'on peut donner des pistes en proposant justement des bilans sanguins, en disant, bon, c'est vrai qu'on pourrait avoir plus de précision si jamais on avait ces éléments et ça nous permettrait d'agir peut-être un peu de manière plus précise et de manière sans doute plus efficace aussi, mais on peut aussi faire beaucoup de choses sans.
Et là, on va pouvoir, notamment, par exemple, pour la glycémie, on va pouvoir, aller chercher dans l'anamnèse. Est-ce que c'est une personne qui mange sucré? Est-ce que c'est une personne qui pratique du sport? Est-ce qu'elle a des coups de pompe, notamment vers, 11 heures, vers 15 heures, 16 heures ou 17 heures, avec des fringales, assez, irrépressibles? On va aussi pouvoir, grâce à nos questions, avoir énormément d'informations. Et puis après, si vraiment elle ressent, elle a des ressentis ou justement des symptômes qui commencent à apparaître, généralement, quand même, les médecins proposent des bilans, même d'eux-mêmes, en fait, hein, pour en savoir plus et au moins le bilan de base avec la glycémie. Mmh. Après, il y a aussi la possibilité de commander des bilans, mais là, bon, ce n'est pas pris en charge et c'est aussi, voilà, à chacun de voir. Mais, généralement, on peut faire pas mal de choses. Déjà, juste avec le questionnaire en naturopathie, et aussi même parfois avec les bilans que les personnes nous amènent déjà. Ça nous donne déjà des pistes. Après, là, c'est sûr que je vous ai présenté l'idéal, le top du top, mais voilà, l'idée, c'est de faire aussi de notre mieux avec ce qu'on a. Merci beaucoup Maëva pour ce retour très complet. Alors, Aude nous demande le lactium, donc du Capsone ITG+, pose-t-il souci pour les personnes intolérantes aux produits laitiers? Donc, du coup, je vais répondre non, il n'y a pas de problème pour les personnes intolérantes. Il peut rester des traces, hein, des éléments traces, donc qui peuvent éventuellement poser problème uniquement chez les allergiques. Par contre, il n'y a plus aucune trace de protéines. Donc, pas de problème pour les personnes intolérantes aux produits laitiers, aux protéines de lait de vache. Donc voilà pour cette réponse. J'espère avoir répondu suffisamment à votre question. Alors, Isabelle qui nous dit mille merci, hyper intéressant. Aurons-nous la possibilité de revisionner ce webinaire? Oui, on vous envoie toujours le replay la semaine suivante, donc la semaine prochaine. Et vous aurez également le PDF donc de la présentation de Maëva. Voilà, elle a besoin de réécouter pour mieux comprendre tous les aspects du syndrome métabolique. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'aspects différents et il y a beaucoup de choses à savoir. Merci Isabelle. Alors, Florence, y a-t-il des contre-indications pour le collagène? Non, aucune contre-indication par rapport à la prise de collagène, aucun problème. Alors, donc ça c'est OK. Malika, comment faire pour des personnes sous anxiolytiques et antidépresseurs chimiques pour les aider au niveau des fringales? Maëva, je t'en prie. Oui, alors là, c'est pareil, il faut chercher la cause de ces fringales. Est-ce qu'on est purement sur une problématique de stress? Est-ce qu'on peut avoir aussi une problématique, par exemple, candidose? Donc là, on va avoir plusieurs choses à faire. Déjà, comprendre la cause. Si on part du principe qu'on est sur une problématique de stress, on peut aller un petit peu creuser au niveau psycho-émotionnel. Qu'est-ce que la personne cherche à nourrir, en fait? Généralement, c'est vrai que c'est de la compensation, c'est un moyen de se coucouner, de se chouchouter un petit peu, de s'envelopper. Et on peut aussi proposer des rituels autres, c'est-à-dire, par exemple, respirer des huiles essentielles, ça peut être aller marcher, ça peut être se faire un automassage, proposer un petit rituel bien-être qui ne soit pas forcément en lien avec l'alimentation. On pourrait dire, c'est une première chose. Si vraiment cette personne a des pulsions sucrées, par exemple, très fortes, on peut aussi lui proposer, OK, mais faites-vous une collation saine, un fruit frais avec, par exemple, une poignée d'oléagineux. Et si vraiment vous avez envie de ce biscuit après, prenez ce biscuit après. Mais déjà, vous avez la collation saine. Et généralement, en fait, après, on n'a même plus forcément besoin de ce biscuit parce qu'on se rend compte que bah, la sensation de faim ou justement d'être apaisé fonctionne. Et puis, bah, si le besoin il y est, eh bien, il y est. On n'est pas là non plus pour faire culpabiliser. On est là pour accompagner et pour aider. Et ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, euh, pensez à conseiller à manger en pleine conscience. Parce que parfois, quand on a des pulsions comme ça sucrées, on veut engloutir parce qu'en fait, tout ce qu'on veut, c'est être justement enveloppé, chouchouté et se sentir presque rempli aussi. Et donc, on va manger très vite. Mais prenez le temps de prendre votre biscuit, votre chocolat, peu importe, mais, ou votre fruit ou votre poignée d'amandes. Prenez le temps de la regarder, de la sentir, de goûter et vraiment de vous nourrir en fait par tous les sens, par tous les organes des sens. Voilà, ça peut être des petites pistes aussi pour aider. Après, évidemment, hein, l'idée, c'est d'aller chercher la cause et de pouvoir aussi agir sur ces stress. Alors, on a parlé aussi un petit peu respiration, relaxation, etc. Mais tout ça, ça va être à prendre en compte aussi pour l'aspect fringal. Très bien, merci beaucoup Maëva.
Alors, donc, on a Pascal qui nous dit: «Que pensez-vous du jeûne intermittent par rapport au syndrome métabolique?» Donc, tu en avais un petit peu parlé tout à l'heure et comment le mettre en place? Alors, est-ce que tu peux expliquer un petit peu le jeûne intermittent? Comment Super, jeûne intermittent. Alors, voilà. jeûne intermittent, ça veut dire, en fait, ne pas manger pendant plusieurs heures. Alors, généralement, on va manger sur 8 heures, enfin, pas pendant 8 heures, mais on a une plage horaire, voilà, où on va avoir un, 2 ou 3 repas, pendant ces 8 heures-là et ensuite on laisse le système digestif au repos pendant 16 heures. Généralement, après on peut varier évidemment. Nous ne sommes pas sectaires ici, donc on peut varier, adapter à la personne. L'idée, c'est de laisser le système digestif au repos le plus longtemps possible, mais de manière à ce que ce soit bien géré et agréable pour la personne. Parce que si on génère des frustrations, là, on va amplifier un phénomène qu'on n'a pas forcément envie d'amplifier. Donc, le jeûne intermittent, oui. Alors, souvent, la question, c'est est-ce qu'on enlève le petit déjeuner ou est-ce qu'on enlève le repas du soir? Bon, là encore, ça dépend aussi de chacun, ça dépend de ses contraintes, ça dépend du travail, ça dépend de plein de choses. Dans un monde idéal, si on a un repas enlevé, c'est le repas du soir. Pourquoi? Parce qu'on a aussi un cycle hormonal, et là, c'est aussi en lien avec la chrononutrition. On a un cycle hormonal, on a un cycle circadien, on est soumis à des cycles toujours en phase active, puis en phase plus calme. Et on doit respecter ce cycle au mieux pour être dans le meilleur état de santé possible. Donc, en ce qui concerne les repas, c'est la même chose. Et par rapport au matin, par exemple, on va avoir quand même besoin d'un apport pour favoriser la synthèse et la sécrétion des hormones de la vitalité et du bien-être. Par exemple, pour le cortisol, on va aussi avoir besoin de gras. Pour la dopamine, on aura également besoin de protéines. Et donc, l'idéal pour le petit déjeuner, c'est de manger protéiné et gras. Donc, c'est pareil, si vous avez des personnes, là, je rentre dans la caricature de la personne sanguinopléthorique qui aime vraiment les plaisirs de la vie et pour qui un régime, entre guillemets, ou un mode alimentaire qui lui paraîtrait restrictif, c'est complètement hors sujet parce que c'est quelque chose qu'elle ne pourra pas appliquer ou alors dans la douleur, j'ai envie de dire. Enfin, voilà, c'est pas en résonance avec elle. On pourra lui proposer, par exemple, si encore elle souhaite garder des aliments gras, plutôt le matin à ce moment-là. En France, on est quand même un des seuls pays qui mangeons sucré le matin. Il n'y a que nous pour faire ça. Alors, la baguette blanche avec la confiture, le jus de fruits, etc., c'est une bombe de sucre. Quand on met du sucre le matin, on va avoir un pic d'insuline très fort et finalement un coup de pompe et puis souvent des fringales déjà à 11 heures qui vont, voilà, ce qui fait que soit on va fumer une cigarette, boire un café ou bien même grignoter justement avant le repas parce qu'il faut savoir que le tabac ou le café va permettre justement euh, d'annuler cette sensation d'hypoglycémie qui est irrépressible en fait, hein. Quand on est en hypoglycémie, on a vraiment des fringales, c'est normal. Donc on va vraiment éviter le sucre le matin. Le midi, on prendra un déjeuner plutôt complet. Si la personne a du mal à se séparer des produits sucrés, c'est OK, mais on va les mettre à la collation vers 17 heures parce qu'on aura aussi besoin de ce sucre-là pour synthétiser la sérotonine. Alors, il y a sucre, il y a gras et gras, je suis tout à fait d'accord. Donc ça, je vous laisse gérer toute cette partie-là. Mais c'est vrai qu'au niveau organisation des repas, on serait plutôt gras, protéiné le matin, voire un petit déjeuner complet, comme un repas. Le déjeuner complet aussi, avec protéines, glucides, légumes et puis lipides. Et le goûter plutôt sucré, un fruit frais, une poignée d'amandes, comme je vous ai dit, ou bien pourquoi pas le petit biscuit en plus. Ça peut être un yaourt pour les personnes qui ont cette habitude-là. Ou si elles aiment leur petit yaourt dans leur journée, on peut leur proposer aussi à ce moment-là. Et le soir, du coup, soit on ne mange pas, soit on mange très léger. Ça peut être une soupe en hiver, une salade en été. Mais généralement, on va éviter les gras saturés, donc tout ce qui est viande aussi, les protéines fortes. On peut se permettre un peu de poisson ou autre, mais on va éviter de surcharger vraiment le système digestif. Bon, j'ai refait un exposé là, pardon. C'est très bien. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Eh bien, voilà, donc Florence nous dit merci. J'ai Marion également qui nous disait, ah oui, elle reparlait des analyses en disant, dans le pire des cas, la personne peut d'elle-même se rendre au laboratoire, demander de faire des analyses, mais du coup sans remboursement. Voilà, Voilà, c'est possible, hein, mais dans parfait. ces cas-là, on n'est pas remboursé. Mais il y a toujours cette possibilité-là. Très bien. Marion également nous répond en te disant un grand merci. Merci.
Et Merci. voilà, parce qu'elle devait quitter. On a également Pascal qui nous dit merci beaucoup. Bon, voilà, je pense qu'on va arrêter là. S'il y a d'autres questions, je vous invite à nous les envoyer par email. J'ai également Malika qui nous met c'est génial, merci énormément. Voilà, donc beaucoup de retours très positifs. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à nous les envoyer par email. Donc, Céline nous a envoyé mon email sur l'onglet converser. Donc, n'hésitez pas à faire un petit copier-coller à récupérer tout ça. Et puis, écoutez, on se retrouvera très prochainement pour un nouveau webinaire avec Daniel Boussard au mois de novembre, donc sur l'immunométabolisme. Mais on vous enverra une invitation. Merci beaucoup, Maëva. Merci Elodie. Et Merci à merci à tous. vous d'avoir supporté et Oula, d'avoir été là jusqu'au bout. avec plaisir. Merci à tous pour votre présence et à très bientôt.